Donc, Monsieur le Préfet, bonjour. En préambule, je voulais vous adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous, vos familles, vos équipes et surtout vos entreprises. Je voulais également vous remercier, vous, artisans boulangers, d'être présents aujourd'hui, de vous être mobilisés pour ces inquiétudes en cette journée d'épiphanie et qui, je sais, vous demande beaucoup de travail. Donc, merci d'être présents. Et je voulais remercier aussi Monsieur le Préfet qui a pris l'initiative de cette réunion. Je voulais remercier les services de l'État et nos équipes et nos confrères de la Fédération de la boulangerie qui ont organisé en 2 jours cette réunion d'urgence est nécessaire. La crise énergétique nous impacte tous fortement et inquiète tout le monde. Et je pense, et nous pensons, qu'il faut pour cela être tous bien informés. C'est le but de cette réunion. Depuis plusieurs mois, la Chambre de métier s'efforce d'accompagner au mieux l'ensemble des artisans, avec notamment 3 axes de travail tels que les actions de détection et de sensibilisation des entreprises fragilisées, comme aujourd'hui. Nous avons fait une enquête barométrique déjà, un webinaire le 12 décembre à destination de l'ensemble des entreprises animé par la chef du service information du médiateur national de l'énergie. Et depuis hier matin, en 1 jour et demi, nous avons fait une opération de phoning spécifiquement auprès des boulangers. Et comme premier retour à midi aujourd'hui pour le Finistère, notre équipe de conseillers économiques, que je remercie d'ailleurs pour cette mobilisation rapide, a pu passer 94 appels dont 79 qui ont permis de contacter directement un boulanger ou un vendeur ou une vendeuse. Et sur ces appels, 70% se déclarent en difficulté avec l'énergie et 68% ne connaissent pas les aides disponibles. D'où la nécessité, encore une fois, de cette réunion d'échange et d'information. La Chambre de métier a également une mission de diagnostic et une mission d'accompagnement des entreprises en difficulté. Sachez qu'ici, c'est votre maison et que nous faisons le maximum pour vous accompagner et pour répondre aux services de l'État. Depuis quelques jours, comme vous l'avez constaté, tous les regards sont tournés vers le secteur de la boulangerie et sur les mesures d'accompagnement de la profession. Et nous attendons avec impatience que l'État nous fasse découvrir un peu plus en profondeur et nous les explique. Donc avant de vous passer la parole, Monsieur le Préfet, puisque en Bretagne, nous avons la chance d'avoir un président régional qui est boulanger et donc qui peut encore mieux vous comprendre que moi, parce que je viens du bâtiment, mais nous avons aussi nos propres soucis. Je passe la parole au président Michel Austin. Merci Fabienne. En tous les cas, je vais vous souhaiter à toutes et à tous mes voeux aussi, hein, même si cette année, ils sont un petit peu plus tristes que d'habitude. Mais bon, Monsieur le Préfet est là et je l'en remercie. Hier soir, j'étais dans le Morbihan au vœu de la Chambre des métiers et le préfet du Morbihan y ont compati en partie à notre désuétude actuelle. En tous les cas, bon, sachez que on se mobilise au niveau CEMA France à Paris. Hein. Je vois pas plus tard qu'hier midi, on a fait un webinaire. Ce matin, j'avais mon Blaise Charaton, c'est le DRFIP, le directeur régional des finances publiques, hein, qui m'a rappelé que justement, il y avait des aides à mettre en place et je lui ai dit justement que les services des chambres de métiers étaient là pour mettre tout en œuvre pour qu'on puisse monter des dossiers quand il y aura eu des dossiers à être mis en place et que demain, si vous êtes vraiment embêtés, les services de l'État sont là, justement, et on remontera jusqu'au ministre s'il le faut, hein, pour que justement des solutions soient trouvées. C'est inadmissible de voir que nos journalistes battent un petit peu la campagne pour qu'on puisse croire que notre secteur, notamment la boulangerie, aille aussi mal que ça. C'est inadmissible. Tout à l'heure, j'avais un journaliste de Ouest France. Hier, j'avais le Télégramme. Sincèrement, ils cherchent vraiment à faire effondrer tout un secteur. Et je leur ai dit ce que le président de la République, et notamment notre ministre de tutelle, Olivia,
qu'il n'était pas normal de voir que notre secteur puisse ne pas être aidé comme il se devait. En tous les cas, monsieur le préfet, hein, je pense que vous allez non pas nous apporter de meilleures nouvelles qu'on sait, mais en tous les cas, nous détailler peut-être ces nouvelles. Juste une dernière chose pour le bon déroulé de cette réunion, je tiens juste à préciser, puisque nous avons des personnes en visio et en présentiel, je remercie d'avance ceux qui sont en visio, notamment de bien lever la main quand ils voudront intervenir au moment des échanges, pour que nous puissions passer la parole équitablement entre la visio et la salle. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Fédération régionale, Mesdames et Messieurs, les artisans, boulangers, pâtissiers. Non, oui. D'abord, des vœux, bien entendu, mais teintés d'inquiétude. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, sans attendre, faire cette réunion le plus rapidement possible avec vous, Madame la Présidente de la Chambre, et puis avec vous toutes et vous tous, parce qu'on se connaît, bien évidemment. On se connaît. Moi, tous les jours chez vous, on me parle de vous. Et lorsque, depuis le 24 décembre au soir, je fais ce qu'on appelle, dans le terme de préfet, la tournée des popotes, c'est-à-dire qu'on va voir les policiers, les gendarmes, les pompiers, les hôpitaux, les associations caritatives, voir tout le monde, on nous parle de vous. Donc, j'ai souhaité faire cette réunion immédiatement, même si on m'a dit, oh, attention, faire attention, on n'a pas toutes les instructions, on ne sait pas tout encore. L'instruction, c'est bien, mais se parler, c'est mieux. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Face à la croissance, face à l'explosion des coûts de l'énergie, j'ai eu le même type de rencontre il y a 3 mois avec des maires confrontés aussi au problème de cette croissance énergétique. Je me suis aperçu de 2 choses. La première, c'est que nos dispositifs État, c'est-à-dire votés par les parlementaires ou énoncés par le gouvernement, en particulier par Olivier Grégoire et Bruno Le Maire, n'étaient pas connus, même des élus. Et deuxième chose, ces dispositifs n'étaient pas toujours adaptés. Ils visaient mal, parce que les cas sont multiples. Et il a fallu adapter les dispositifs. Et par rapport à la situation d'il y a 3 mois, s'agissant des aides aux collectivités locales, et la situation d'aujourd'hui, on a fait ces 2 choses. On a fait connaître les dispositifs, d'une part, à tous les maires du département. Ça a été simple, ça a été difficile aussi, à certains endroits. Et puis, on a adapté les dispositifs, parce que certains n'étaient pas dans la cible, certains, il y avait des trous dans la raquette, et on a adapté, et le gouvernement nous a entendus auprès des élus. Et d'ailleurs, vous parliez de la presse. Vous n'entendez plus les élus dans la presse. Vous n'entendez plus depuis 1 mois dans la presse dire ah, que fait le gouvernement sur les dépenses énergétiques, etc. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais ils ne vont pas le dire tout de suite. Alors, moi, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai 2 ambitions avec vous. 1, qu'on se mette à niveau. On se met à niveau. Quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui et comment on les fait connaître? Et là, j'ai besoin de vous, Madame la Présidente. Et je regrette. Mais ce qu'on me dit, c'est que les dispositifs ne sont pas connus. Je suis allé voir mon boulanger, moi. Ma boulangère, plus exactement. Je lui dis alors. Elle m'a dit, on fait des efforts. On essaye de cuire. Alors je ne suis pas un spécialiste, hein, mais on essaye de ne pas ouvrir le four tout le temps et d'avoir des temps pour la cuisson. On essaye de faire des efforts de sobriété énergétique, mais ça ne suffit pas. Là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur l'aide au conseil à la sobriété énergétique pour la profession. Hein, on peut peut-être y réfléchir. Mais ensuite, et les aides? Ah ben non, je suis allé sur impôts.gouv, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis, j'ai pas le temps en ce moment. Il y a l'épiphanie, il y a les fêtes, etc. Bon, soit on veut les aides, soit on ne veut les aides pas. Hein.
Soit on les veut, soit on les veut pas. D'abord, si on veut des aides, il faut aller sur le site, on va vous expliquer tout cela, et après, savoir si elles sont adaptées ou pas. Le 36 kVA, évidemment, vous êtes tous pour la plupart en consommation souscrite au-dessus du 136 kVA, ce qui fait que vous n'êtes pas éligible au bouclier et que vous serez éligible à l'amortisseur. C'est simple. Si l'amortisseur ne suffit pas, Bruno Le Maire, avant-hier soir, il a dû le dire à la Fédé, il a dit au préfet en visio, avant-hier soir. Avant-hier soir. Si le dispositif n'est pas adapté, nous l'adapterons. Il faut me remonter directement tous les trous dans la raquette des aides. Je ne peux pas dire mieux. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, avec mes collaborateurs, M. Gaucher, c'est l'homme énergie de la maison, État dans le département. Madame et monsieur qui représentent la direction départementale des défis. Le impôt.gouv, si vous n'êtes pas content, c'est à eux qu'il faut le dire tout de suite. Et Madame Blanchard, c'est celle qui gère toutes les entreprises de ce département. Donc moi, je veux faire deux choses avec vous. Un, on se fait une mise à niveau sur les aides qui existent. Deux, vous me dites comment vous avez connaissance ou pas connaissance, ou comment on peut avoir une meilleure connaissance du système d'aide. Ceux qui sont allés sur impôt.gouv, qui me disent pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est compliqué, je l'ai entendu. Et troisièmement, s'il y a des trous dans la raquette, il faut me les donner. Et on cite des exemples précis. Enfin, en guise d'introduction, je voudrais remercier les représentants d'EDF, puisque j'ai invité fermement, on va le dire comme ça, messieurs, EDF. Ils ont compris le message, ils sont là. Donc je ne doute pas que vous aurez des questions sur les augmentations de 10, de 1 à 10, parfois, puisque vous avez souscrit. J'ai invité Total Énergie. Ils ont dit non. Sachez-le. Pour moi, c'est transparent. Total Énergie a été invité, ils ont dit non. Engie a été un peu plus subtil, mais la réponse est la même. Ils ont dit on a un problème d'emploi du temps. Ça veut dire que sur les trois opérateurs que le préfet du Finistère invite aujourd'hui à un débat, à une mise en commun, dans un esprit constructif, c'est ça, constructif, vous avez deux opérateurs sur trois qui ne sont pas là. Donc ça commence mal. Donc, vous avez entendu le président de la République, qui a dû lui-même hier à la Fédé nationale, s'il y a des problèmes, eh ben on rompt les contrats. On rompt les contrats et on s'occupe de vos co-contractants. Parce qu'il y a un médiateur de l'énergie, une médiatrice en l'espèce. Il y a une commission de régulation, avec une patronne de tout cela, c'est Emmanuel Vargon. Donc, on ne va pas être gentil avec eux. Comme on l'a été lorsqu'ils ont voulu co-contracter avec les collectivités locales. On n'a pas été gentil avec eux. Donc, moi, la disposition d'esprit dans laquelle je suis est simple. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, que tout va bien. Non, ça ne va pas. Vous avez dans votre compte d'exploitation des augmentations que vous n'aviez pas prévues, que vous n'aviez pas anticipées. Et vous êtes en train de découvrir des choses qui vous font mal et qui peuvent mettre parfois en danger votre entreprise, vos salariés. Certains, je suis dans la presse, hein, je ne suis pas naïf non plus, certains avaient anticipé des départs, parfois. C'est vrai. Et cela peut-être qu'on entend. Mais certains avaient anticipé des départs. Bon, le départ se fait dans de moins bonnes conditions qu'ils l'avaient prévu, compte tenu de la situation du coût énergétique, mais certains avaient anticipé. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est la difficulté dans laquelle vous allez être, pour un certain nombre d'entre vous, si il y a des déficits chroniques et que la compensation n'arrive pas à peu près, c'est le chiffre que Bruno Le Maire a évoqué vraisemblablement devant vous et que la Première ministre a évoqué aussi, c'est la prise en charge par l'État au titre de la compensation tarifaire d'au plus 40%. 40% de l'augmentation des coûts énergétiques. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est celui-là. Et je souhaite que chacun faisant ses comptes, là, dans la tête, tout de suite, qu'on arrive au maximum, c'est-à-dire à 40% de la compensation par les dispositifs qui existent ou ceux qui existent et qui peuvent être corrigés grâce à vos propositions.
C'est ça l'un des objectifs de cette réunion et des jours qui viennent avec la Fédé et la Chambre. Voilà comment je vois les choses immédiatement. Monsieur Gaucher, vous allez nous faire un petit exposé rapide de la mise à niveau, même si je crois que tout le monde connaît cela. Ensuite, il faut nous dire pourquoi c'est pas connu, puisque ça c'est quand même embêtant. Comment faire en sorte que ce soit mieux connu. Ensuite, vous nous expliquerez, madame et monsieur, le impôt.gouv, comment s'en servir rapidement, sans que ça nous coûte 2 heures. Non mais c'est vrai, impôt.gouv, pour payer ses impôts, ça va vite. Mais pour avoir l'aide. Alors, pour être juste, dans le cadre du plan de relance, et du fonds de solidarité, vous vous souvenez, vous l'avez eu, pour un certain nombre d'entre vous, le fonds de solidarité, ça a été aussi extrêmement rapide, ça a été extrêmement performant. Ce qu'on recherche, c'est la même performance sur les aides dédiées au secteur de la boulangerie que ce qu'on a fait au titre du fonds de solidarité pour l'ensemble des artisans et indépendants, parce que ça a admirablement fonctionné, vous avez su vous en servir. Donc, c'est le même dispositif que nous souhaitons mettre en place. Monsieur Gaucher. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, donc, je suis Eric Gaucher, je suis responsable de l'unité départementale du Finistère, donc au sein de la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc, comme le disait Monsieur le Préfet, j'ai l'étiquette de Monsieur Énergie sur le département et je m'occupe en particulier du suivi des installations de production d'énergie et de la consommation d'énergie. Alors, je pense que effectivement, je voulais vous faire un point d'abord sur la situation de la production énergétique en France, puisque vous avez entendu à la fin de l'année pas mal de messages et pas mal de discours qui annonçaient potentiellement des délestages pour l'hiver 2022-2023 du fait d'un risque de pénurie d'électricité. Je crois vous avez dû l'entendre au travers notamment du gouvernement, des messages du gouvernement et des médias. Vous avez dû entendre que le risque de délestage finalement s'éloignait, puisqu'on a en France depuis maintenant quelques semaines restauré une capacité de production qui nous permet d'exporter de l'énergie électrique, donc d'être quasiment autosuffisant sur les besoins. Alors cela évidemment est très lié aussi aux conditions météorologiques. Évidemment, plus il fait froid, plus on a besoin d'électricité. Mais en tout cas, le risque de pénurie s'éloigne vu d'aujourd'hui. Alors, Monsieur le Préfet parlait du fameux, concernant les aides, Monsieur le Préfet parlait du fameux seuil de 36 kVA, qui est un seuil qui permet de savoir si oui ou non vous êtes quelque part éligible à une aide affectée au tarif réglementé de l'énergie électrique. La première des choses qu'il y a à faire après avoir fait tous les efforts de sobriété, et je sais que vous en avez fait, c'est d'aller voir si vous n'avez pas une puissance souscrite supérieure à celle dont vous avez besoin déjà. Ça, c'est une première chose importante. Vous avez, pour certains d'entre vous, fait des évolutions de vos outils de production qui font que les outils plus récents consomment beaucoup moins que ceux d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc, il est possible, dans certains cas, que vous ayez encore une puissance souscrite qui soit supérieure à celle nécessaire. L'autre... Pardonnez-moi, parce qu'on va être en interaction là. Ça veut dire que EDF est capable de modifier le contrat sans pénalité immédiatement si les 36 kVA ne sont pas atteints. S'il y a possibilité de... C'est ça, messieurs? Effectivement, c'est un très bon conseil. Il faut effectivement regarder si la puissance que vous avez souscrite n'est pas surdimensionnée. Donc ça déjà, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir, parce qu'une puissance surdimensionnée, forcément, vous payez plus d'abonnements. Et puis, ça ne vous permet pas, donc si vous avez une puissance supérieure à 36 kVA, ça ne vous permet pas de bénéficier du bouclier tarifaire, donc ce qu'évoquait M. de la DREAL. Et ce bouclier tarifaire, c'est en fait le mécanisme le plus protecteur, puisqu'en fait, il est basé sur le tarif réglementé de vente d'électricité, auquel vous rajoutez 15%. Alors, ces 15%, ça paraît toujours une augmentation significative, or c'est très nettement inférieur au prix de marché de l'électricité. Donc c'est le mécanisme le
le plus protecteur. Pour répondre à la question qui était posée, à savoir quand est-ce qu'on peut modifier sa puissance souscrite, vous la modifiez à la date anniversaire, mais effectivement, compte tenu désolé, mais compte tenu de la période que l'on vit actuellement, effectivement, il y a fort à parier que ce sera assoupli. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous n'en avons pas la garantie. Voilà. Mais en tout cas, le premier réflexe, c'est effectivement de vérifier la puissance souscrite. Donc, sur les compteurs Linky, vous avez des boutons. Un bouton qui vous permet de voir la puissance maximum atteinte. Donc, si vous dépassez les 36 kVA, vous le verrez. Et un deuxième bouton, alors je ne suis pas très spécialiste, mais en tout cas, du compteur Linky, en tout cas, vous verrez quelle est la puissance que vous avez qui a été souscrite. Donc, si c'est 36 kVA, vous verrez 36 kVA sur le compteur Linky. Et si votre puissance maximum atteinte est supérieure à ça, alors effectivement, il faut se poser des questions, pouvoir effectivement mener une campagne de sobriété énergétique. Et parfois, il suffit de très peu de choses de manière à descendre en dessous de ce seuil important qui est le 36 kVA. Et puis parfois, vous serez vraiment directement en dessous ou égal, parce que c'est inférieur ou égal à 36 kVA. Donc, dans cette hypothèse, à partir de l'instant où il y a une vérification, la vérification est faite que la puissance souscrite est supérieure à la puissance consommée et tout cela inférieur à 36 kVA, c'est que ça peut être une découverte de la part d'un certain nombre de boulangers. Ils vous écrivent et un téléphone. Il y a une trace. Il y a une trace, hein. D'accord, non mais vous avez fait, vous? Il faut que EDF réponde. Il faut qu'il y ait un opérateur. Alors, je vais répondre à ça. Oui, effectivement, par téléphone, en ce moment, il est plus compliqué que d'habitude de nous joindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la crise énergétique a aussi engendré des impacts que nous n'avions pas prévus, à savoir un nombre d'appels totalement délirant. Donc, on a eu un niveau d'accessibilité de nos centres d'appel qui s'est fortement réduit. Alors, ce n'est pas impossible. En janvier, c'est plus impossible de nous joindre. Ça demande un peu plus de temps que d'habitude, en temps normal. Mais également, nous avons une adresse email. Donc, sur vos factures, si vous avez... Voilà. Sur l'espace client, il y a un endroit où on peut mettre un message avec nos coordonnées. Exactement. Et en fait, la réponse, je peux le dire parce que je l'ai testé. Je n'ai pas forcément eu la réponse que je voulais, mais en tout cas, je l'ai testé. La réponse était sous 48 heures. Voilà, et effectivement... S'il vous plaît, Pardon, allez-y, voilà, je vais intervenir. Je suis Madame Loéac de la Fédération des artisans boulangers. Je suis la secrétaire générale. Voilà, pour vous dire que derrière moi, il y a un artisan qui vient de souffler à l'oreille que hier, c'était 7 heures d'attente. Pensez-vous qu'un artisan a 7 heures devant lui avant d'avoir quelqu'un au bout du fil? Évidemment. Madame Loéac, j'entends bien la proposition qui est faite par les représentants d'EDF est une proposition ouverte. On comprend que le téléphone, là comme ailleurs, parfois c'est pas facile. Il dit, il y a un compte client, vous avez un compte client et vous avez une adresse mail. L'adresse mail, elle verbalise la date à laquelle vous demandez la modification du contrat. Vous actez le fait que cet envoi de messages par mail verbalise. C'est comme, je comprends pas même que ça soit pas meilleur qu'un coup de fil, parce que le coup de fil, ça se perd. Hein. Je vais répondre à ça. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part l'appel en ce moment, je vous l'ai dit et je ne l'ai pas caché, d'emblée, c'est très compliqué de nous joindre. Le mail ou le callback. Quand vous êtes en ligne, effectivement, que le temps d'appel est trop important, alors vous pouvez demander à vous faire rappeler par le service. Mais le mail, ça a l'avantage de tracer les choses. Voilà. Super. Monsieur, il y a un bras levé dans la salle. Bonjour, je me présente, je m'appelle Loïc Le Lyonnais, je travaille dans un cabinet comptable qui s'appelle Adib et on est spécialisé dans la gestion de la comptabilité des artisans boulangers. Concernant le tarif réglementé 36 kVA, j'ai une question à vous soumettre, c'est que la plupart de nos boulangers ont des compteurs qu'on appelle compteurs PME, PMI, et pour avoir le bouclier tarifaire, il faut un compteur bleu ou je ne sais pas. Donc, il faut faire intervenir, on est d'accord, Enedis, qui, alors, il faudrait nous dire combien coûte l'intervention d'un changement de compteur par Enedis et les délais d'intervention. Parce que j'ai le cas, j'ai
client qui doit changer son compteur, on m'annonce un délai de 5 à 6 mois. Et entre-temps, son contrat sera terminé. Donc la question se pose, qu'est-ce qui se passe entre la fin de son contrat et la possibilité de changer de compteur? Je change de répondant. J'ai pas mal de cas qui relèvent effectivement de ce que vous venez d'annoncer. Aujourd'hui, 5 000 € pour un compteur. Moi, les cas que j'ai en tête, c'est 1 000 €. Voilà, on passait d'un C4, ce qu'on appelle un compteur industriel, à un compteur Linky classique, basse tension. Ça, c'est la première chose. Le délai, aujourd'hui, quand je contacte Enedis pour avoir des délais, on me parle de 1 mois à 2 mois. Et normalement, c'est sous 1 mois en temps normal, et là, c'est plutôt sous 2 mois. Et chaque département, en fonction des contraintes, effectivement, d'Enedis et des charges, effectivement, a des délais. Mais 6 mois, clairement, moi, c'est pas encore vu. Et 5 000 €, j'entendais derrière moi tout à l'heure. Non. Enfin, on peut toujours trouver des extrêmes. Ça, c'est une certitude. Après, les extrêmes, il faut clairement les regarder et elles se traitent, et on est là aussi pour ça. C'est très important ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez le rendre public? Le tarif. La tarification de... Pardon, excusez-moi. La tarification de changement de compteur, etc., c'est une tarification qui est opérée par Enedis, qui est le délégataire en fait du contrat de concession de service public d'électricité avec les syndicats d'énergie du territoire. Et en tant que délégataire, en fait, il y a une grille tarifaire où chaque acte porté et mené par Enedis pour le compte de la collectivité et des particuliers est pricé, est tarifé, on va arrêter de parler en anglais, est tarifé, et ça, c'est extrêmement transparent pour tout le monde. Alors après, en fonction du type de compteur, en fonction du déplacement à faire ou pas, en fonction de la contrainte du lieu, oui, ça peut varier, bien sûr, on n'aura pas un prix tout à fait identique, mais globalement, ce sont des actes qui sont réalisés sur devis sur la base d'éléments tarifaires, on ne fait pas ce qu'on veut. Ouais, avec un avis technique très clair. Et concernant la fin du contrat, par exemple, de mon client, et le délai qui va être nécessaire entre la fin de son contrat et l'installation du nouveau compteur, il va être sous quel type de contrat pendant ce laps de temps? Non, en fin de compte, son contrat, pas compris la question, son contrat se termine le 28 février. Au 1er mars, en fin de compte, probablement que Enedis ne sera pas intervenu pour mettre le nouveau compteur. Ils vont installer le compteur, par exemple, imaginons fin mars, début avril. Sur quel type de contrat il sera sur cette période-là? Le problème, c'est que sous réserve de validation, mais j'ai eu un cas équivalent, vous ne pouvez pas effectivement changer de contrat si le compteur n'est pas adapté. En fait, c'est pour ça qu'il faut lancer la procédure de remplacement du compteur le plus vite possible pour optimiser le délai. Après, s'il y a des cas particuliers, on va être clair, moi, j'ai pas de problème parce que vous laissez mon portable, hein, et puis on peut vous mettre en relation avec les gens d'Enedis qui vont bien là-dessus. Hein. Mais en l'occurrence, la réponse, c'est celle-là. C'est que si le compteur, n'est pas réglementaire dans nos bases de données, en fait, on ne pourra pas basculer sur le contrat de TRV, en fait. Et il y a une question dans la salle et il y a une question en visio. Mais si le DF, ça, ils nous verront en vision. On vous voit sur la vision. Oui, bonjour. Donc, je suis Sébastien, je suis installé dans le Finistère à côté de Brest, à Guipava. Je posais juste une question toute bête. Pourquoi un compteur qui est capable d'encaisser 108 kVA ne peut pas encaisser 36 et pourquoi on doit le changer? Ouais, c'est simplement alors c'est pas nous qui gérons effectivement EDF, en tout cas la partie raccordement ni comptage. Tout ça c'est géré par Enedis. Hein. Le marché de l'électricité depuis 1999 a été totalement tronçonné, découpé. Donc vous avez des transporteurs d'électricité, des distributeurs, donc Enedis, et puis vous avez différents fournisseurs, donc on représente l'un d'eux. Et effectivement, quand on est sur la partie comptage, eh bien le comptage, effectivement, il est normé. Il y a des compteurs qui sont adaptés à des puissances 36 kV ou inférieures, puis des compteurs qui sont destinés à des clients qui appellent plus de puissance. Donc, je pense qu'il faut se retourner vers Enedis, parce que là, c'est des questions typiquement dans le domaine de prédilection, ou en tout cas le domaine de compétence d'Enedis,
Voilà, enfin, je pourrais pas vous en dire plus sur la partie comptage. Est-ce que la personne qui avait une question en visio peut la poser, s'il vous plaît? Et ensuite, nous allons laisser M. Gaucher finir sa présentation. C'est important. Hein. On va refaire un temps d'échange, mais il faut aussi que... C'est très important, cette histoire de compteur. Tout à fait. Parce que moi, je ne suis pas complètement satisfait de votre réponse. Hein, voilà, c'est normal. Donc, on a un petit trou dans la raquette. Moi, j'aimerais bien que la date des faits soit la date de la demande. Ah oui. Parce que c'est une volonté qui est énoncée par le co-contractant et l'autre co-contractant peut utiliser des délais sans que vous-même, vous ayez la capacité de peser sur lui, sur la date de son intervention. Je trouve que c'est très déséquilibré, pour ne pas dire léonin, en droit. Donc, moi, je considère, et si vous en êtes d'accord, parce qu'il y a les chambres, il y a la fédération également, mais qu'on fasse remonter cela. Et ce qui vaut pour les boulangers peut valoir aussi pour d'autres. Pendant cette période exceptionnelle qu'est la crise de l'énergie, on pourrait considérer que les clients, à partir de l'instant où ils considèrent qu'il faut modifier le contrat, bah, c'est la date à laquelle ils expriment la volonté de modifier le contrat. Autrement, c'est Enedis et EDF qui vont décider de la date à laquelle le contrat va être modifié. Embêtant, hein? Donc, ça, moi, je le fais remonter. Si vous pouviez le faire remonter, ce n'est pas une norme européenne, parce que parfois, quand je veux des choses, on me dit c'est l'Europe. Mais l'Europe n'a rien à voir, là. Hein. Alors, nous, en fait, on ne fait qu'appliquer les règles. Non, mais c'est voilà. Pas vous. Non, mais, attendez. Si on nous demande de l'appliquer, on le fera. C'est pas un problème. C'est ce que je fais parce que je me suis fait de ce département et donc je peux faire remonter un certain nombre de choses. Et M. Bruno Le Maire, ministre, nous a demandé, je relis, s'il y a des trous dans la raquette, il faut me les faire remonter. Là, c'est un trou dans la raquette. D'accord? Et puis, je pense que c'est de l'équité, en plus. Parce que dans 6 mois, parce que si Enedis a les mêmes problèmes que vous au téléphone, 7 heures, vous, au téléphone, et Enedis, c'est 6 mois pour faire le compteur, il n'y aura plus beaucoup de boulangers dans le Finistère. Donc, là, j'ai un vrai sujet. D'accord? On avance comme ça, Président? Absolument. Fabienne, si tu veux, le commentaire qui était en ligne, c'était sous 48 heures, notre demande date du 21 décembre, toujours pas de réponse à ce jour. Ça, c'était pour le... Dans la salle. Pour la personne qui avait fait un... Je vais lire sur les... Bonjour, je m'appelle Monsieur le maire, j'ai 4 boulangeries. Vous parlez des contrats. Moi, j'ai eu 4 contrats. Les 4 contrats, ils ont été annulés à partir du 31 décembre, qu'ils étaient maintenus jusque 2025. Dites-moi pourquoi ils ont fait ça. Avec qui? EDF, Total? De quel fournisseur, s'il vous plaît? Total Énergie. Ah, ils ne sont pas là. Voilà. Ils m'ont annulé tous les contrats. Et ils m'ont mis l'augmentation de 300%. Voilà. EDF ne fait pas ça? Nous n'avons annulé aucun contrat en France. Moi, j'ai tout reçu en lettre recommandée, comme quoi que mes contrats étaient annulés. Voilà. Bon, vous me faites passer votre petit dossier, et puis je le fais remonter où il faut. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme contrat aujourd'hui? Là, ça a été négocié par la DIB. Voilà, parce que je fais partie de la DIB, et du coup, la DIB a repris sur mes contrats, et on a pu négocier les tarifs. Et vous avez des bons tarifs, Loïc? J'imagine que ça a été... J'imagine que c'est... Je sais pas. J'imagine que c'est le contrat Matina que vous devez connaître. Voilà. Contrat qui est plutôt bien adapté, Oui. a priori, au boulanger, sauf qu'il est fluctuant. Il est fluctuant d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où... Ça baisse. Oui, mais sauf que ceux qui ont signé au mois de décembre, avec des tarifications prohibitives, c'est pas revu, en tout cas pour l'instant. Ce que je souhaiterais, moi, c'est effectivement ceux qui ont dû s'engager, c'était l'obligation, puissent revenir sur ce contrat-là et bénéficier des nouveaux tarifs qui sont en train de baisser. Oui, parce que, en vrai, on ne parle pas du tout, parce que les contrats, en vrai, moi, c'est Total Énergie, ils nous garantissaient que 6 mois. Donc, 6 mois plus tard, ils pouvaient nous remettre encore une augmentation. Donc, aujourd'hui, il ne maintient aucun contrat.
Donc, c'est facile de dire tout ça, mais nous, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Voilà. Je vais peut-être répondre à votre observation. Les contrats que l'on propose, en fait, évidemment, fluctuent puisque les prix de marché de l'électricité fluctuent. Et quand on propose un contrat, on vient s'approvisionner sur le marché de l'électricité, puisque les règles de droit européen sont celles-ci, même si on a de la production en propre, on a un peu moins en ce moment d'ailleurs, mais on doit acheter notre énergie sur le marché pour ensuite la revendre, c'est-à-dire qu'on achète de l'énergie, il y a des risques associés, et puis on revend cette énergie à prix raisonnable, j'insiste. Et donc cette énergie, elle fluctue en fonction de l'évolution des prix de marché. Donc évidemment, un contrat qu'on achète le 10 octobre, il n'aura pas forcément le même prix le 15 novembre. C'est comme ça. Et tous les contrats, que ce soit des boulangers, des charcutiers, des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes industries, ben, ça fonctionne exactement de la même manière. Il n'y a aucun distinguo, il n'y a aucun traitement de faveur. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'est basé le marché de l'énergie. Donc nous, effectivement, on achète cette énergie que l'on revend. Donc là, alors peut-être en venir aux déclarations d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, on l'a entendu 2 jours de suite faire des déclarations, notamment sur des contrats qui avaient pu être souscrits et des contrats pour lesquels il invitait les clients à résilier tout simplement les conditions particulières de vente de ces contrats. On est quand même dans le domaine du droit privé. Hein. On est dans des contrats de gré à gré. Donc pour l'instant, résilier un contrat que nous avons acheté pour le compte de nos clients à, j'en sais rien, moi, 300 € du mégawattheure sur le marché pour le revendre un peu plus cher hein, parce qu'on prend des risques associés. Le casser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le casse à un moment donné où les prix de marché sont en train de baisser. Donc on achète à 300, aujourd'hui les prix de marché sont environ à un peu plus de 200 € du mégawattheure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une perte de 100 € du mégawattheure. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Donc casser un contrat, il a même évoqué sans pénalité, bah forcément, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye la facture, paye le delta. Donc, voilà, donc c'est simplement pour vous expliquer le mécanisme. Après, si effectivement le gouvernement met quelque chose en place qui est validé par une loi, qui est validé par un décret ou que sais-je, ben on ne va pas se soustraire au droit. Évidemment, on appliquera ce qu'on nous demande d'appliquer. Mais en tout cas, là, on est bien dans le registre des contrats de droit privé entre 2 parties. Il y a une question en visio de Nicolas Conneron, si je ne me trompe pas. Si vous voulez. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci, monsieur le préfet, en tout cas d'avoir organisé ce moment d'échange qui me semble très important pour la survie de nos entreprises. En tout cas, j'aimerais revenir sur la notion aujourd'hui du kilowattheure, parce que vous venez de stipuler en fait que le prix était fixé à un moment T. Moi, il y a quelques temps de ça, je viens tout simplement de ménager ma boulangerie. C'est la route. Ce à quoi EDF m'a stipulé tout d'abord de changer de contrat. Je le comprends bien, local. Donc, j'ai demandé à avoir ce nouveau contrat. On m'a d'abord répondu que EDF ne prenait plus de nouveaux clients et qui ne pouvait pas répondre à ma demande. Et cela 15 jours avant l'ouverture de ma nouvelle boulangerie. En insistant et en ayant 2 ou 3 agents, j'ai réussi à avoir une proposition de contrat que nous avons signé dans l'urgence puisque le bien se fournit. Comment vous m'expliquez aujourd'hui que l'année dernière, je payais le kilowatt 11,906 centimes et que cette année, à date, je paye le kilowatt 86,56 centimes, soit 7,8 fois le prix que je payais l'année dernière.
Cela représente pour le mois de novembre 25% de mon chiffre d'affaires. Quelle entreprise en France aujourd'hui supporter un coût énergétique à cette hauteur? Je vous laisse me répondre, EDF. Oui, bah, c'était très haché, donc je vais essayer de répondre. C'est Monsieur Conro. D'accord. Il y a 2 points dans votre question. Le premier point, c'est la difficulté à obtenir un contrat. Alors évidemment, en cette fin d'année, on a eu encore une fois, on a eu un afflux, mais qu'on n'avait jamais vécu depuis qu'on a des centres d'appel. On n'a jamais vécu un afflux pareil pour des demandes de souscription de contrat. Puisque, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a eu énormément de résiliations, des résiliations qui ont été unilatérales d'autres fournisseurs vis-à-vis de leurs clients. Donc forcément, quand on est un artisan et qu'on se retrouve sans contrat de fourniture d'électricité, ça pose quand même un petit peu problème. Donc on en a effectivement, on a repris dans notre portefeuille énormément de clients qui se retrouvaient finalement orphelins en matière de contrat de fourniture d'électricité. Après, ce que vous indiquez sur la proposition, bon, alors chaque cas est particulier. Ce que je peux dire, c'est qu'on a fait une étude qui nous a été demandée par Bercy, de savoir comment étaient positionnées les hausses tarifaires, donc quel était le coefficient multiplicateur, en gros, moyen que l'on voyait sur nos contrats d'électricité. Donc il peut toujours y avoir des cas atypiques, mais sur une très, très grande majorité de nos contrats, en gros, on se situe à x3, à peu près. C'est le taux, si, je peux vous le garantir, x3. Il peut y avoir, non mais attendez, je vous ai dit qu'il y avait des cas particuliers, donc il peut y avoir des cas particuliers. Donc la moyenne, je dis bien la moyenne, c'est x3. Je suis à 7,8. Je me permets juste de compléter parce que quand vous annoncez 860 € du mégawattheure, pour moi, c'est potentiellement peut-être un prix de pointe qui correspond assez bien à une heure de pointe. Et je préciserai juste pour tout le monde ici présent, c'est que les tarifs en fait sont fonction des heures de pointe, des heures pleines hiver, des heures creuses hiver, des heures pleines été, des heures creuses été. C'est-à-dire que vous avez 5 niveaux tarifaires en fonction de votre moment de consommation. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, si vous comparez l'augmentation de votre prix de heure de pointe entre votre ancien contrat et votre nouveau contrat, ouais, on peut effectivement avoir des facteurs 8, comme vous le dites, sur la pointe. Mais par contre, il ne faut pas faire l'erreur de ne comparer que l'élément qui nous intéresse et qui a l'effet multiplicateur le plus important, parce que si vous reprenez chaque profil de consommation en kilowattheure qui est marqué dans votre contrat, que vous le ramenez à chaque tarif horaire et que vous refaites le même calcul, moi j'ai le cas en tête d'une entreprise qui me disait je fais par 9. Et en fait, en reprenant son contrat, ce n'était pas par 9, c'était par 4. C'est exactement la même chose pour les heures. La même chose pour les heures. 7,5 à 47,5 à 40. Il semble que 7 fois 7. Et après votre contrat, on n'entend pas bien, mais dans votre contrat particulier, on pourra le regarder. J'attends depuis le 21 décembre en fait. Bon, écoutez, on est là pour ça. On m'a remis un contrat là. On m'a remis un contrat là. Donc je vois. C'est le contrat du monsieur. Ah, ce contrat du monsieur. Bah voilà, je vois les heures de pointe hiver. Effectivement, on est à. Alors je vais parler en euros par mégawattheure, parce que 865 € par mégawattheure. Et comparé aux heures creuses, qui sont à 37 € par mégawattheure. Donc forcément, quand on compare une heure de pointe à un prix moyen de l'année précédente, on peut trouver effectivement des coefficients qui sont x7. Mais la réalité n'est pas celle-ci. La réalité, nous, on a pas... La réalité, monsieur, c'est que ma facture elle est passée de 2 000 € à 12 000 €. Ce n'est pas tenable et que ma baguette aujourd'hui, on est dans un milieu rural. Je ne suis pas dans le 16e à Paris. Je ne peux pas vendre ma baguette 2 €. Voilà, j'ai du personnel à payer. Aujourd'hui, d'énergie représente 25% du chiffre d'affaires au mois de novembre. C'est juste un hold-up. C'est lamentable. C'est la mise en danger d'entreprise. Et c'est ce que vous faites. Et tout ça cautionné par l'État. C'est quand même détenu par l'État.
Mais oui, monsieur le préfet. Mais oui, monsieur le préfet. Oui, mais j'ai pu lire. C'est de la mise en danger d'entreprise. J'ai pu lire, monsieur Corot, tout ce que vous avez pu lire dans la presse. Est-ce que vous avez fait votre demande d'aide auprès des impôts? Oui. Est-ce que vous avez Oui, fait votre demande d'aide aux impôts? Nous sommes pas éligibles. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas éligible, on attend l'aide amortisseur. L'aide amortisseur. Et sur l'amortisseur, vous avez fait la simulation? Il n'y a pas de simulation pour l'aide amortisseur. Il n'y a pas de simulation encore sur l'amortisseur? Pardon, excusez-moi, je prends juste la parole. Donc, Ariane Guillaumin, donc à la DDCIP. Simplement, vu ce que vous avez dit par rapport au pourcentage que représente le prix de l'énergie pour votre entreprise, on est à 25%, c'est ce que vous avez indiqué. Donc, a priori, quand même, pour l'aide guichet, donc maintenant l'aide guichet qu'on appelle aide guichet gérée par la DGFIP, vous seriez quand même éligible. Après, ça dépend peut-être du mois dont on parle. On attend novembre-décembre. On attend novembre-décembre. C'est ça, parce que novembre-décembre sortira bientôt, ce sera à partir du 16 janvier. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, vu ce que vous indiquez, il n'y a aucun souci pour l'aide guichet, vous serez éligible. La simulation, vous pourrez la faire. Vous pouvez, à partir du 16 janvier, vous pourrez faire la demande et la simulation. Oui. C'est vrai que sur l'amortisseur, et l'amortisseur, donc à partir de maintenant. Enfin, mais ça, on parlera peut-être après, on va pas non plus. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'aide guichet, dès lors qu'effectivement on a plus de 3% de la facture de la période concernée, pardon, les dépenses d'énergie de la période concernée qui représente plus de 3% du chiffre d'affaires 2021, vous êtes éligible. Bon, après, la hausse de 50% du tarif de l'énergie, je pense que vous êtes largement dedans. Donc, voilà. Il faudra faire la simulation, voilà, je vous invite à la faire. On peut même la faire pour monsieur Corot. Monsieur Corot, on peut la faire, ça. En direct. Non, pas là. En direct. Là. Oui, de toute façon, les chiffres. On ne pas la simulation. Oui, puis les montants d'aide, de toute façon, seront les mêmes. Novembre ou septembre, ce sera les mêmes montants d'aide. Donc, voilà, on peut simuler aussi, même dès maintenant, en fait. C'est juste une simulation. D'accord, on fait comme ça? On fait comme ça. Après, encore une fois, je vous remercie d'être autour de la table. Il faut qu'on puisse changer les choses parce que franchement, c'est des entreprises rurales qui sont par terre et c'est le tissu économique de nos régions. Bien sûr, bien sûr. Allez. Bonjour messieurs, dames. Monsieur Barré Boulanger, je vous adresse surtout à monsieur d'EDF. Aujourd'hui, j'ai un contrat matinal chez vous, j'étais chez Total Energy. Effectivement, j'ai une proposition au mois de novembre, équivalent à, j'étais à 1 500 à peu près euros par mois, je passais à 16 000 euros par mois, c'était effectivement intenable. Quand j'ai appelé Total Energy, on m'a dit, voilà, vaut mieux aller regarder ailleurs parce qu'en gros, c'est ce qu'ils essaient de faire. En même temps, des contrats si élevés, c'est juste pour pousser tous ces boulangeries, même tous ces commerces qui consomment énormément. C'est vrai qu'une boulangerie est très énergivore en électricité, donc c'est juste pour nous pousser à aller voir ailleurs. Effectivement, grâce à mon comptable, Vladib, j'ai pu avoir effectivement les bénéficier du contrat matinal de chez vous. On reste quand même sur des x2, on va dire x2, x2,5, x3 quand même en électricité. Pour n'importe quelle boulangerie, c'est pas forcément non plus tenable parce que nos chiffres d'affaires ne changent pas, le prix de notre baguette ne change pas. Tout à l'heure, je vous entendais parler que effectivement, vous êtes sur le marché européen. Ça n'a pas toujours été le cas de la France, elle n'a pas toujours été sur le marché européen. Avant, vous fonctionnez par rapport à EDF, si je me trompe, après je ne suis peut-être pas un expert, mais vous basiez vos prix par rapport à ce que ça vous coûtait, entre guillemets, à votre prix de consommation. Regardez l'Espagne, regardez le Portugal, ils sont sortis de ce marché européen et aujourd'hui, ils ont un prix, on va dire, au mégawattheure qui n'a rien à voir avec la France. La France, aujourd'hui, on est censé être le premier pays européen à fournir de l'électricité. On a des usines, des centrales nucléaires, elles ne marchent pas au gaz. Aujourd'hui, si le marché est aussi haut, c'est parce qu'il est basé sur le gaz. On vient nous dire que c'est un problème avec l'Ukraine. Effectivement, ça doit avoir rapport avec tout ça. Pourtant, nos usines nucléaires ne tournent pas au gaz. Pourquoi c'est annexé sur le gaz alors que nos usines nucléaires, enfin nos centrales nucléaires ne fonctionnent pas au gaz? Et pourquoi on ne peut pas aujourd'hui, plutôt que de trouver des petits 40% de machin, retourner comme les Espagnols et les Portugais à ce que ça nous coûte? Et on pourrait demander à l'État, par exemple, sur une petite période, je sais que c'est peut-être pas facile, vous n'avez pas gagné, vous avez perdu de l'argent en 2020 et en 2021, vous n'avez pas gagné en tout cas, on le sait.
on peut peut-être demander à EDF ou à certains fournisseurs de faire un petit effort sur 6 mois, de dire bah, nous, on ne gagne pas forcément bien notre vie, voilà, on la gagne, mais voilà, actuellement, c'est juste avec tout ce qu'on a ramassé entre le beurre, le sel, le sucre, la farine, qui a pris des pourcentages immenses, qu'on n'a pas pu répercuter sur nos prix, sinon nos clients, ils vont tous chez Leclerc ou dans un autre supermarché, pour ne pas citer. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas retourner à ce qu'on était avant? Avant, le mégawattheure, si je ne me trompe pas, il nous coûtait en France 42 € le mégawattheure, à peu près ce que coûte aujourd'hui le mégawattheure au Portugal ou un peu plus en Espagne. Parce que bon, voilà. Pourquoi on ne peut pas retourner tout simplement à ça et dire on sort de ce système et on permet à nos boulangers de pouvoir enfin avoir les mêmes prix qu'ils avaient avant? Alors, c'est une question qui est centrale, hein, ce que vous évoquez. Non, mais c'est le nœud du problème. Le marché de l'électricité en France s'est ouvert en 1999. Pour les très gros sites industriels, puis petit à petit, les sites de taille de plus en plus réduite ont été aussi, ont eu aussi la possibilité d'accéder à ce marché ouvert. Hein, alors, les prix de marché en Europe, et ce n'est pas du tout d'aujourd'hui, ont toujours été calculés sur la base de ce qu'on appelle le merit order. C'est un mot un peu compliqué, mais je vais essayer de m'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est qu'il est toujours déterminé par rapport au dernier actif de production, la dernière centrale de production qui assure l'équilibre offre-demande. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un parc de production qui est constitué de différents actifs. Vous avez les énergies renouvelables, dans lesquelles vous allez retrouver du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique. Vous avez du nucléaire. En France, on est plutôt bien servi. Hein, il y a une très grosse part de nucléaire. Et puis, vous allez avoir des moyens de production d'électricité à base d'énergie fossile, charbon, fioul, gaz, et tout ça dans un marché où le droit de polluer s'achète. Donc ça veut dire que, je vais prendre un exemple, on a un parc qui aujourd'hui, je parle du parc français, mais c'est vrai partout ailleurs en Europe. Hein. Les prix sont calculés exactement partout ailleurs en Europe de la même manière. Après, je viendrai effectivement sur l'exception ibérique. Donc partout en Europe, le prix se calcule comme ça. Donc, imaginez une centrale de production, un cycle combiné gaz. Vous injectez du gaz pour produire l'électricité. Le cycle combiné gaz, il a un rendement de 50%. Donc, vous injectez du gaz, il n'y a pas si longtemps que ça, à 200 € du mégawattheure. 50% de rendement, ça vous fait de l'électricité à 400 € du mégawattheure. Et puis vous ajoutez le coût du droit à polluer, ce qu'on appelle des quotas de CO2. Hein, vous devez acheter le droit de polluer sur le marché. Et bien en fait, là vous rajoutez, c'est en gros 80 € la tonne de CO2, et vous arrivez assez facilement à 500 € du mégawattheure. Et ça en fait la plupart du temps. Ça veut dire que le nucléaire aujourd'hui, ou hydraulique, ou d'autres énergies renouvelables, à coût de production marginal faible, bien plus faible évidemment que les prix qu'on voit en ce moment, et bien en fait, n'implique pas des prix réduits sur le territoire français, malgré qu'on ait un parc de production dont le coût de marginal moyen est compétitif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les pays, dès l'instant que vous vivez une crise gazière, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit actuellement encore, hein. Ça s'est détendu, ça va mieux, mais en tout cas, c'est quand même une crise gazière. Eh bien, quand vous appelez des actifs de production qui tournent pour assurer toujours cet équilibre offre-demande, plutôt avec des cycles combinés gaz ou des centrales charbon, eh bien, en fait, vous payez ces énergies fossiles. Enfin, le prix de l'électricité est déterminé par rapport à ces énergies fossiles qui ont largement augmenté et qui produisent, enfin, qui émettent du CO2. Et donc, ce CO2, vous devez acheter des quotas de CO2 pour compenser les émissions. Voilà. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait. Et partout en Europe. Si on regarde un peu plus loin dans le monde, c'est pas partout pareil, mais en tout cas en Europe, c'est comme ça que ça marche. Et alors, pourquoi je disais que c'est le nœud du problème? C'est qu'évidemment, les politiques, et la France est assez leader là-dessus, la France a dit, il y a plusieurs mois déjà, effectivement, ce modèle de construction des prix n'est pas robuste, on va dire, aux crises énergétiques. Ça veut dire que dès l'instant qu'il y a une crise énergétique, hop, les prix s'envolent de l'électricité parce qu'ils sont
très souvent basé sur les prix de production d'électricité à base d'énergie fossile. Voilà. Et donc, on est en ce sens économiquement vulnérable. Donc, les pouvoirs publics français font leur travail auprès de la Commission européenne parce que on n'est pas maître à bord hein, sur ces notions d'électricité et de prix et de définition des prix de marché. C'est la Commission européenne qui valide en fait tout projet de modification. Et donc là, en fait, ce qui est en cours d'examen, et donc il y aura les premières propositions, les premiers projets de proposition de modification de ce qu'on appelle ce market design, donc la définition des prix de l'électricité, hein, comme je vous l'ai expliqué, en mars ou avril de cette année, au niveau de la Commission européenne. Et donc, l'idée, c'est qu'on intègre, enfin en tout cas, ce qu'on lit dans la presse, parce qu'on n'est pas plus informé que ça, nous non plus, ce qui peut se lire dans la presse, c'est que les pouvoirs publics européens, en lien avec certains pays qui sont plutôt leaders, la France l'est plutôt et d'autres pays plus gaziers le sont beaucoup moins, évidemment, vous comprendrez, estiment que l'objectif, c'est d'avoir un market design qui soit beaucoup plus robuste aux crises énergétiques et donc, du coup, d'intégrer dans les prix de marché des prix qui sont beaucoup plus représentatifs du mix énergétique de production du pays en question. Donc, ça veut dire que si un pays a fait le choix du charbon, je ne citerai aucun pays, ou du gaz, et bien en fait, quelque part, ce pays-là assume partiellement, au moins, ce choix énergétique. Nous, on a fait un choix en France qui n'est pas ce choix-là. Évidemment qu'on a besoin d'actifs de production thermique pour assurer l'équilibre offre-demande à la pointe, et ça, on ne pourra pas s'en passer de sitôt de ça. Mais en tout cas, les pouvoirs publics disent qu'il ne faut pas que le prix soit uniquement déterminé par rapport à ces actifs de production. Voilà, je ne sais pas que j'ai été clair, mais c'est un sujet qui n'est pas simple. En gros, ce que moi j'avais compris par rapport à ce que je vois dans la presse et ailleurs, on revend parce qu'en France, on est incapable de stocker de l'énergie. On le sait, nos usines, on ne peut pas faire des grandes batteries voilà, pour stocker. Donc, on revend une partie à l'Allemagne, si je me trompe. On en revend la plus grosse partie, en tout cas, on la revend à l'Allemagne. Quand toutes nos centrales tournent, oui. Voilà, quand toutes nos centrales tournent, on la revend à l'Allemagne. À combien vous la revendiez actuellement en Allemagne? Le prix au mégawattheure. Actuellement, ouais. On est en importation nette en ce moment. On ne revend pas. On n'est pas, pas en export. On est en import. D'accord, mais quand vous exportiez? Oui, ben en fait, c'était. Alors, il y a différents acteurs de marché. Hein. Alors, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a différents secteurs de marché. Il y a deux acteurs de marché, en gros, majeurs en Europe. Quand EDF produit l'électricité peut être revendue à d'autres fournisseurs d'électricité ailleurs en Europe. Hein, ou peut être revendu à des traders, donc des intermédiaires. Et donc ça, c'est revendu, alors soit au travers de contrats à court terme au prix du marché, ou parfois au travers de contrats long terme à des conditions qui peuvent être différentes, mais qui ne sont jamais très éloignées des prix de marché. On va continuer la présentation avec Monsieur Gaucher, s'il vous plaît, et on pourra reprendre les questions par la suite. Oui, merci. Deuxième point, je voulais évoquer, puisqu'on a beaucoup parlé aussi de sobriété énergétique. Là, on parle du coût, mais effectivement, il y a aussi la dépense en énergie et donc la consommation à regarder. Je pense qu'on a tous un objectif, et le gouvernement l'a rappelé, de gagner 10% hein, sur la consommation d'énergie. Et donc là, il y a aussi un vecteur de gain financier, effectivement, mais alors ça passe probablement pour vos activités, par des adaptations de vos modes d'exploitation de vos propres installations au four. Voilà, faire tourner peut-être plus vos fours lorsque vous êtes plutôt en période creuse, plutôt qu'en période pleine, ou sur le coût de l'énergie. Et puis aller travailler aussi sur la rénovation de vos outils de production. Un four d'aujourd'hui consomme beaucoup moins d'énergie que le four d'il y a 30 ans. De la même façon, des réflexions peuvent voir le jour sur le mix énergétique dans vos activités. Votre facture peut être tirée par le coût de l'énergie électrique, mais peut-être un surcoût pourrait être compensé par l'utilisation d'un autre mode d'énergie pour chauffer ou pour chauffer vos fours, par exemple. Voilà ce que je voulais dire. Alors sur ces derniers volets, qui sont des volets d'économie à moyen ou long terme, finalement, il y a la possibilité d'activer quelques aides. Hein. L'ADEME est très, très présente pour accompagner finalement les efforts que font les artisans, les PME en matière de sobriété énergétique et en matière d'économie d'énergie
d'un point de vue général. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais passer la parole maintenant pour un des... Je voulais intervenir pour dire que la fédération avait édité un guide de sobriété énergétique à destination des boulangers, avec tous ces points que vous venez d'évoquer. Ouais. Voilà. Et notamment, comment cuire la meringue. Oui, ça c'est le moins coûteux parce qu'on met À four éteint. Ça c'est la plus économique déjà au départ, parce qu'il n'y a pas. Non, c'est important. Tout à fait. Alors, monsieur. Alors, monsieur Brocard, le puissant directeur des finances publiques, c'est-à-dire le monsieur impôt ici, hein, veut nous donner les bonnes nouvelles. Bon, micro, ne soyez pas aussi discret pour les bonnes nouvelles. Ouvrez le micro. Oui. Oui. Ah, c'est bien. C'est bien. Merci, Président, pour l'organisation de cette réunion. On n'entend pas, Benoît. On n'entend pas. Donc, si tu te mettais en audio, je pense que ça serait mieux. Peut-être qu'il y aurait plus de flux et ça passerait mieux. Si tu te mets en audio, couper la vidéo. Et maintenant, vous pouvez traduire, non, peut-être? Très bien, je ne sais pas, mais je pense que c'est les mêmes informations qu'on a données. Donc voilà. Donc nous, on va parler un petit peu plus des aides qui sont en place. Donc je ne parlerai pas bien sûr du bouclier tarifaire, on n'en parle pas. Donc en revanche, il y a deux autres aides qui sont disponibles. Donc l'une qui vient de sortir, c'est l'amortisseur énergie. Et l'autre, donc l'amortisseur énergie, ça n'a rien à voir avec la DGFiP. Hein. C'est une aide automatique. Donc il faut la demander à son fournisseur d'énergie, on y reviendra. Et l'autre aide, en fait, c'est l'aide guichet. Donc avant, ça s'appelait l'aide gaz-électricité. Et cette aide-là, c'est une aide qui est à demander sur impôt.gouv.fr. C'est une aide qui est plus ancienne. Hein. Elle date du mois de mars 2022. Mais effectivement, l'aide, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas adaptée, hein, clairement, puisqu'elle était très peu demandée. Donc en fait, l'aide, les critères ont été revus en septembre 2022, donc à compter des factures de septembre 2022. Sachant que maintenant, je vais rester assez... Je vais pas rentrer dans le détail, hein, je préfère pas. Les principales conditions pour bénéficier de cette aide, en fait, c'est concrètement d'avoir des factures d'énergie de la période, donc septembre 2022 par exemple, qui représentent au moins 3% du chiffre d'affaires 2021 de la même période. Voilà. On compare chiffre d'affaires 2021, septembre 2021, avec la facture. Si ça fait plus de 3%, vous êtes éligible. Parce que la deuxième condition, ça va être d'avoir une hausse tarifaire de l'ordre de 50%. Mais je pense que vu que ce qu'on entend, on est largement dans les 50% de hausse tarifaire. Une fois que vous avez ces deux conditions-là, vous pouvez faire la simulation sur impôt.gouv.fr. Le calcul, le détail du calcul, alors on peut le donner, mais le plus simple. Sincèrement, on peut vous donner effectivement les modalités de calcul. Moi, c'est Philippe Lavec, je vais être d'Ariane à la DDFiP. Mais sincèrement, ne cherchez pas à faire un calcul manuel. Il y a un simulateur sur impôt.gouv.fr. C'est fait pour ça. C'est tellement complexe que vous n'y arriverez pas. Et vous allez perdre du temps. Donc, comme vous avez besoin de temps... Oui, je vous ai là-dessus, j'avais un retour de comptable qui dit qu'ils mettent environ 3 heures à faire la fiche. Il faut la faire tous les mois, tous les 2 mois, et il y a un remboursement seulement 3 mois après. Avec un délai de 3 mois. On va mettre un bémol là-dessus. Un coût d'environ 200-300 euros. Oui, alors il y a des coûts de logique, hein, il y a beaucoup de travail, le comptable. On a des retours, ça commence à 150 euros et ça peut monter à 800. Donc, effectivement, le coût, c'est un coût. C'est un travail aussi, parce qu'effectivement, ça ne se fait pas en 10 minutes, il faut bien l'admettre. D'autant plus que, en réalité, lorsque vous faites la simulation, vous avez besoin comme élément
beaucoup d'éléments, on va dire, pour savoir quel est le régime le plus intéressant pour vous. Parce qu'on ne l'a pas détaillé encore, mais sans entrer dans le détail, il y a 4 régimes pour lesquels vous pouvez prétendre. Donc il y a un régime à 4 millions d'euros, un montant d'aide maximum sur toute la période où le dispositif sera disponible. 4 millions d'euros, 50 millions d'euros, 150 millions d'euros. Donc, effectivement, dans votre situation à vous, la plupart du temps, de toutes les manières, vous ne serez que sur le dispositif à 4 millions d'euros. Et là, en revanche, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup besoin de moins, si, c'est plus simple, moins de justificatifs. Il n'y a pas besoin de balance, il n'y a pas besoin. Non, mais c'est évident. Hein, on a essayé de simplifier. Mais c'est pour nous. Alors là, c'est pas de notre ressort parce que les cabinets comptables sont des salariés, comme vous. Mais sincèrement, moi, là-dessus, je peux rien dire. Après, concernant le paiement, par contre, j'y reviens. Parce que vous avez parlé d'un délai de 3 mois. Alors, effectivement, au début du dispositif, alors, d'une part, au début du dispositif, c'était plus complexe. On a essayé de simplifier. Ça va encore évoluer très certainement. Parce qu'on se rend bien compte que il y a des difficultés à servir toutes les informations qui sont demandées. Et ça, c'est pas encore fait. Mais au tout début du dispositif, c'était particulièrement complexe et les comptables eux-mêmes avaient du mal à s'y retrouver, donc ils mettaient encore plus de temps. On est d'accord. Ça s'est amélioré. Normalement, vous devez mettre moins de temps, monsieur. Mais concernant l'instruction de la demande, parce qu'il y a une instruction qui est faite par un agent de la DGFiP, l'instruction elle-même pouvait prendre, l'instruction de la demande de l'entreprise, pouvait prendre au tout début, je dis bien au tout début, jusqu'à 1 mois, sans qu'il y ait d'itération, enfin, sans qu'il y ait spécialement d'échange avec l'entreprise, parce que ça demandait un temps d'instruction. Et ensuite, on avait un paiement encore 15 jours plus tard. Maintenant. Donc, est-ce que le trou de la raquette se réduit? Alors maintenant, pour reprendre les propos de M. Mahé. C'est vrai que les détails techniques, moi, monsieur va comprendre, moi peut-être moins. Alors, vous non plus. Pour reprendre les propos de M. Mahé, on a essayé de se calquer sur le dispositif du Fonds de solidarité, c'est-à-dire qu'une fois que l'instruction est terminée, et donc que l'aide est accordée, est validée, la mise en paiement met 2 à 3 jours pour arriver sur le compte bancaire. Auparavant, le minimum, c'était 15 jours, parce qu'il y avait des contrôles comptables, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui étaient une nouvelle fois opérés par l'administration. Et donc, on a supprimé cette étape-là. Ce qui fait qu'on s'est calé, d'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances avec le Fonds de solidarité, hein. On s'est calé, en tout cas, au niveau du paiement, sur ce qui avait été fait sur le Fonds de solidarité et sur la rapidité de la mise en paiement. Donc là, c'est une évolution qui est très forte. Et donc, on parlait tout à l'heure d'un délai d'1 mois, mais quand il y avait des échanges, ça pouvait aller jusqu'à 2 mois. Maintenant, on espère être bien en deçà de ces délais. On espère arriver. Alors, je préfère pas donner de jour, mais j'ai besoin. Ça dépend sincèrement du dossier. Oui, mais on a affaire à des gens responsables, c'est des chefs d'entreprise. Donc, sur un dossier, alors, on va dire sur un dossier simple, complet, je pense, je ne veux pas engager non plus, qu'une quinzaine de jours, c'est envisageable. Voilà, en moyenne. L'objectif, on va dire les choses ainsi, par rapport à une situation qui était intenable et qui n'était pas adaptée à la conjoncture. Cela étant, les 2 mois, c'était pas adapté du tout. Vous voyez bien qu'il y a eu un travail très important qui a été mené par les services de Bercy et de Bruno Le Maire, qui lui-même l'a dit, c'est pas acceptable. Donc, réduisons ces délais. Et on a tous en tête, et vous les premiers, le fait que sur le Fonds de solidarité, ça a été exceptionnel en termes de simplicité et en termes de délai de paiement. Exceptionnel. Et la question que vous vous posez, que d'autres se posent ici, ce qu'on a été capable de faire
pendant la crise Covid, pourquoi on n'est pas capable de le faire maintenant? C'est la question qui est posée. Donc, vous avez des débuts de réponse ici. Ça veut dire qu'il y a une moulinette qui est en train d'améliorer les choses pour que l'objectif, c'est l'objectif, ce soit 15 jours. Mais c'est un objectif, et il ne faut pas revenir me voir en disant vous aviez dit que c'était 15 jours et c'est 16 jours, c'est pas bien. Mais vous ne le ferez pas, c'est bien. Et c'est un objectif qui est fixé par le gouvernement pour que les paiements. Non, mais c'est moi qui le dis. Je ne suis pas obligé de répéter tout ce que vous dites. J'ai le droit d'avoir quelques idées. Juste une petite remarque, Voilà. c'est que les boulangers n'ont pas eu trop de comparaison au titre de l'aide à la solidarité, comme vous dites, parce qu'il n'y en a pas eu pour les boulangers, c'était plus les restaurateurs. Donc on ne connaît pas trop la rapidité et l'efficacité du. Oui, mais pourquoi? Parce que vous n'étiez pas fermé, les restaurateurs étaient fermés. Je ne conteste pas ça, mais donc on n'a pas su que ça allait vite ou quoi, parce qu'on n'était pas concerné par ça. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Mais ce délai de 15 jours qu'on évoque, il faut bien avoir à l'esprit, malgré tout, que sur les demandes qui sont déposées, les demandes guichets qui sont déposées sur impôts.gouv.fr, 68%, enfin, on va dire 70% de rejets qui sont faits, et qu'on ne peut pas faire autrement, sont dus à des dossiers incomplets. Comment? 70% des rejets, des demandes d'aide gaz, électricité, en moyenne, sont dus en réalité au fait que l'entreprise n'a pas fourni tous les documents ou a fait des erreurs entre le montant de la demande qui est indiqué sur le formulaire disponible sur impôts.gouv et le montant qui est indiqué sur le fichier Excel qui doit être joint, qui en fait détaille le calcul. Parce que vous avez un premier formulaire qui est simplifié, on va dire, au niveau des données. Mais après, en fait, ça se rapporte à un détail de calcul qui comprend entre autres les factures et qui est dans ce fichier Excel. Et il peut y avoir des discordances entre les deux. Dans ces cas-là, il y a rejet. Vous voyez? Alors, on ne rejette pas nécessairement tout de suite, obligatoirement, enfin, j'allais dire bêtement. On va avoir des échanges avec les entreprises pour essayer de compléter correctement le dossier et au contraire avancer. Donc on appelle, on fait des mails, on essaye de sécuriser le tout pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut absolument passer par impôts.gouv et par sa messagerie sécurisée. Mais il n'empêche qu'on peut avoir des appels, vous pourrez avoir des appels de nos agents pour essayer de faire avancer les choses. Mais la première chose essentielle, c'est déjà de faire un dossier complet, réellement. Merci de ces précisions. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est combien y en a-t-il parmi vous qui ont fait cette demande d'aide dite guichet? Les comptables ont fait? Pour combien? Oui, on en a fait, je crois, 3. Alors, en fin de compte, en termes de timing, honnêtement, il faut. Enfin, les premiers, on a mis 3 heures. D'accord. Il y a toutes les factures de 2021 à intégrer. Et après, il y a effectivement tout un schéma de calcul avec une aide au calcul, puisqu'on peut avoir des factures qui sont à cheval sur des mois. Et après, il faut faire des proratisations pour l'année au mois civil. Bon, c'est un peu complexe, mais bon. Pas voilà. Pour un comptable, surtout expert comptable. Tout à fait. Donc, mais après, j'avais une question. C'est pas ton job. Ouais, c'est votre job, c'est pas le job du boulanger. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais mais c'est pour expliquer à un moment, soit il y a une aide guichet qui fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Moi, je constate qu'elle ne fonctionne pas. Je ne la demande pas. Elle la demande pas. Là, compte tenu des simplifications que vous avez énoncées, elle sera plus accessible. Juste pour la proratisation, il y a un outil en ligne. Donc, le problème de la proratisation, là aussi, on a essayé de donner des outils qui permettaient de gagner en rapidité. Donc, ils sont à votre disposition, n'hésitez pas à les utiliser. Deux questions sur cette aide. En fin de compte, la première, vous avez mis une fac qui effectivement, une foire aux questions, donc qui est utile, il faut être honnête pour compléter, mais elle a fait 37 pages. Donc
Donc, c'est vrai qu'il faut, bon, il faut s'accrocher, mais bon, ça fait de la lecture. Il y a une partie qui pose, à mon avis, problème. Si vous voulez, il est indiqué que si mon entreprise a été créée avant le 30 novembre 2021, je suis éligible. Si mon entreprise a été créée à partir du 1er décembre 2021, je suis pas éligible en fin de compte. Donc, première question, que font toutes ces entreprises qui ont racheté leur fonds de commerce, qui sont créés après le 1er décembre 2021 et qui connaissent évidemment l'augmentation du coût de l'énergie? Qu'est-ce que va-t-il se passer? Alors, effectivement, il y a un trou dans la raquette, on va dire ça comme ça, mais le gouvernement a prévu, enfin, en tout cas, il est prévu une évolution par rapport à ces entreprises qui, elles, n'ont pas de point de référence par rapport aux factures 2021. Donc, au cours de l'année 2023, il devrait y avoir, j'utilise le conditionnel, mais parce que comme le dispositif est très évolutif, en fonction justement des remontées terrain, des remontées des préfectures, des remontées de nos services, les choses peuvent très bien évoluer. Hein. Mais toujours est-il qu'à ce stade, ce que nous, on en sait, c'est qu'il est prévu effectivement un autre dispositif pour ces entreprises qui ont été créées après 2027. C'est pas spécialement des créations, c'est des reprises. Ou des reprises, c'est pareil, c'est pareil. Il y a un historique, puisque il y a des décédents. Non, mais c'est certes, mais c'est pareil. On peut très bien se référer à ce que faisaient les décédents. Non, juridiquement, c'est pas la même entité. Non, mais on est aussi dans du droit. Mais vous imaginez des jeunes qui viennent de s'installer, qui ont acheté un fonds de commerce. Oui, il y a un sujet. Il y a une question à monsieur au fond là-bas de la salle. Bonjour, donc moi je suis monsieur Auvinet, j'ai 4 boulangeries. Donc moi je voulais poser une question depuis longtemps, donc je suis un peu en décalé. Je voulais parler du tarif. Vous avez dit tout à l'heure que EDF achetait actuellement le mégawatt aux alentours de 200 €. J'ai appelé aujourd'hui parce que je démarre les travaux d'une 5e boulangerie. On me propose un contrat chantier à 540 €. Alors déjà, je me demande pourquoi c'est si différent du prix où vous achetez. Deuxième chose, on a le chef de l'État qui nous dit vous devriez payer maximum 280 €. Renégocier. Alors renégocier avec qui? Aujourd'hui, il n'y a plus que EDF qui accepte de toute façon des nouveaux clients. La société qui m'aide d'habitude, le courtier qui m'aide d'habitude à trouver le meilleur fournisseur m'a dit de toute façon, il n'y a plus qu'EDF, donc on ne peut pas négocier. Voilà. Sur une autre de mes boulangeries que j'ai ouvert en décembre, je paye 410 sur les heures de jour en hiver, donc c'est pareil, je ne suis pas à 280 €. Donc la fin de ma question, c'est, on a écouté le chef de l'État, EDF est détenu majoritairement par l'État, et le chef de l'État nous dit, bah écoutez les gars, allez négocier. Il n'a qu'à juste prendre une décision. Je veux dire, si l'entreprise, elle appartient à l'État, il n'a qu'à dire, bah, c'est 280 € maximum, et puis fin de l'histoire. Voilà. C'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, par rapport au trou dans la raquette. Donc moi, aujourd'hui, mon courtier m'a envoyé un formulaire à remplir par l'État pour déclarer si j'étais dans telle ou telle catégorie, c'est-à-dire en dessous de 36 kWh ou alors au-dessus, et si au-dessus, j'étais bien une PME de moins de 50 millions € de chiffre d'affaires. Il me demande, je ne fais pas partie d'un groupe. Alors, moi, je fais 5 millions et quelques d'euros de chiffre d'affaires avec 4 boulangeries. Donc, bien évidemment, mon comptable m'a conseillé il y a quelques années de créer une holding, puisque dans la holding, j'ai une comptable, j'ai une secrétaire RH, puisqu'on est une centaine. Donc, aujourd'hui, ça constitue un petit groupe. Je dis bien petit, parce qu'on est très en dessous des 50 millions. Donc, j'ai une holding, 4 boulangeries en dessous. Je coche quoi? Donc, c'est vrai que j'ai plus le droit à rien du tout, quoi. Voilà. Voilà pour le trou dans la raquette. Concernant, je peux répondre, monsieur Mahu? Je vous en prie. Concernant les holdings et les groupes, effectivement, vous devez indiquer, concernant les groupes et les holdings, en fait, chaque entreprise, chaque entité, personne morale, peut faire une demande d'aide guichet, donc d'aide gaz et électricité. Simplement, en fonction de la situation des établissements eux-mêmes, l'aide totale perçue par toutes les entités du groupe sera plafonnée, soit donc au premier plafond de 4 millions d'euros, soit à celui de 50, je ne vais pas parler de 150, hein, mais rien ne vous empêche de faire cette demande. Simplement, je termine juste,
Ah oui, moi je parle de l'aide gaz-électricité. Vous êtes éligible éventuellement à l'aide gaz-électricité, mais avec ce dispositif de limite du groupe au niveau des aides. Voilà. Oui, bonjour Madame Boyer, boulangère dans le pays des Gaudins. Moi, j'avais une seule question. Je voulais revenir sur l'aide guichet. J'en ai jamais entendu parler. J'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire ou être pour être éligible. Alors, l'aide guichet, il faut. Vous connaissez impôt.gouv.fr? Oui, oui, Bon. Vous avez un espace professionnel? oui, mais c'est mon cabinet comptable qui gère tout ça, c'est pas moi. Je n'ai pas le temps pour ça, je suis boulangère, pas D'accord. comptable. Et donc, vous vous adressez à votre cabinet comptable? Oui, et quand j'ai demandé s'il y avait des aides qui avaient été créées, on m'a répondu non. Bon, je ne vais pas me prononcer sur le cabinet comptable en question, hein. Alors, C'est pour ça que je voudrais juste connaître qu'est-ce qu'est l'aide au guichet. Alors, l'aide guichet, c'est l'aide gaz-électricité qui est qui doit être demandée dans votre espace professionnel sur impôt.gouv.fr via votre messagerie sécurisée. C'est très simple. Vous allez sur impôt.gouv.fr, vous allez dans l'onglet professionnel. Vous allez dans l'onglet professionnel. Vous avez un gros encart sur les aides pour les entreprises, dont l'aide gaz-électricité. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez toute la documentation disponible, un simulateur. Et au vu des résultats sur ce simulateur, vous saurez si vous pouvez bénéficier d'une aide ou pas. Alors, ça demande quelques minutes, voire plus, parce qu'il faut réunir effectivement les factures. Donc, si vous ne les avez pas sous la main, vous ne saurez pas. Voilà, il faut que vous connaissiez, enfin, il y a votre chiffre d'affaires, il y a ces différents éléments-là. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça que les cabinets comptables, eux, qui font, je ne vais pas dire à la chaîne, ce type de demande, ont gagné en rapidité, évidemment. Alors qu'une personne seule qui est confrontée avec une foule d'informations, une quantité importante d'informations et d'éléments à retenir et à prendre en compte, elle va se sentir peut-être un peu désarmée. N'en demeure pas moins que si on va sur le site, on a toutes les informations disponibles. Toutes les informations disponibles. Vous avez également, pour des renseignements simples, un numéro qui est indiqué sur le site. C'est 0800. Enfin, on peut le noter, mais on peut aussi le faire suivre. Hein. C'est 0806 3 x 0245, mais ça, on pourra le faire passer. Ouais. Après, je rebondis, il est possible aussi que votre comptable ait vu que vous n'étiez pas éligible. Parce que concrètement, les critères, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que vos factures d'énergie représentent au moins 3% de votre chiffre d'affaires 2021, les factures d'énergie 2022, et que vous ayez subi une hausse de tarifs d'au moins 50%. Donc peut-être que, je sais, il est possible que l'expert comptable ait fait Alors, le calcul. pour l'instant, je ne suis pas éligible parce que j'ai un peu de chance, je n'ai pas eu encore de hausse électrique. D'accord, donc effectivement, ça fait partie des Et c'est pour ça que je voulais en revenir avec le monsieur d'EDF. Je voulais savoir pour les personnes qui avaient des tarifs bleus et des tarifs bloqués en 2023, qu'est-ce qui allait se passer? On peut connaître le taux d'augmentation, enfin le pourcentage d'augmentation ou pas? Parce que moi, ça fait des semaines que j'essaye de joindre EDF, impossible. Je vais répondre, ça va être plus court. Sur les tarifs réglementés de vente, donc ça veut dire tout ce qui est puissance inférieure ou égale à 36 kVA, la hausse qui a été statuée par le gouvernement, c'est plus 15% par rapport à ce tarif réglementé de vente, qui est le moins cher en fait. C'est 15% du kilowattheure. Oui. C'est pas une facture multipliée par 5. C'est le tarif réglementé de vente, plus 15%, donc ça n'a rien à voir avec les augmentations qu'on peut constater sur le marché actuellement. Est-ce qu'on entend parler de 5 fois la facture, 10 fois la facture, c'est 15% par le kilowattheure. Voilà, il y a deux types d'offres, hein, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se raconter. Il y a les offres au tarif réglementé de vente, donc inférieur ou égal à 36 kVA. Ça, le bouclier tarifaire, donc c'est le bouclier tarifaire qui s'applique là-dessus. Donc c'est ce tarif réglementé de vente, plus 15% pour 2023. Ça a été acté. Et puis, parce que moi, je finis mon contrat justement en février, là. Donc, je vais repartir sur un nouveau contrat. Là, vous êtes en offre de marché. Là. Si le contrat a une date de fin, c'est que vous êtes en offre de marché. Donc, ça veut dire effectivement que ce sera un contrat qu'il faudra renégocier. Je renouvelle mon contrat. Voilà, exactement. D'accord. OK. Moi, je voudrais juste... Il y a une question devant et après, monsieur.
Oui, alors je vais rebondir en tant que présidente de la CGAD et qui regroupe tous les métiers de l'alimentaire, au nom de la Fédération des boulangers, pour répondre à Madame. Un dossier complet lui a été envoyé par la Fédération pour les aides concernant tout ce qui avait trait à l'énergie. Voilà. Donc, il faut ouvrir les mails de temps en temps. Comment ça va? Juste pour préciser, parce que je ne sais pas que nous on est dedans tous les jours, donc ça paraît simple, même si c'est très compliqué. Mais retenez juste ce qu'on va vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez 5 types d'aides. D'accord? Vous avez le fameux bouclier tarifaire, qui est ce fameux tarif régulé de vente, qui est décidé par la CRE, par l'État, et qui est maîtrisé. C'est un tarif en fait qui est décidé par le gouvernement sur lequel ils ont la main. C'est les fameux inférieurs à 36 kV/ampère. Ce bouclier tarifaire, il s'applique automatiquement par le fournisseur. Donc vous n'avez rien à faire. Juste à choisir le bon contrat. Je n'irai pas plus loin parce qu'on fait attention à ce qu'on dit aussi sur le sujet. Le deuxième dispositif, c'est l'amortisseur qui a été rappelé tout à l'heure, qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2023. Cet amortisseur, ce sera le fournisseur qui l'appliquera automatiquement dans la facture qu'il va vous appliquer. Et c'est les fameuses aides qui sont annoncées par l'État en règle générale de 20% de votre facture. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a un certificat d'éligibilité à ce dispositif qu'il faudra communiquer à votre fournisseur. Et j'en profite pour vous dire qu'on va mettre en place au niveau d'EDF lundi, le 9, une adresse, une application web qui va vous permettre de déclarer, de joindre votre certificat d'éligibilité. Ce sera à vous de dire que vous êtes éligible ou pas. Il y aura même une adresse mail, on passera les éléments aux différents représentants de fédération ici présents, comme ça au moins vous aurez les éléments en synthèse. Ça, c'est la deuxième aide qui est portée par le fournisseur. Et la troisième, et qui est intégrée automatiquement et qui est transparente pour tout le monde, c'est la TICFE, c'est une taxe, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui a été réduite de 20 € à 1 € du mégawattheure. Et ça, c'est transparent pour tout le monde, vous n'avez rien à demander, vous n'avez rien à faire. Donc ça veut dire quoi? Chez le fournisseur, soit vous avez le TRV, c'est automatique si vous êtes éligible, c'est juste moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 36 kVA. L'amortisseur sur lequel vous allez déclarer votre éligibilité et ce sera traité automatiquement dans votre facture à partir du 1er janvier 2023. Et puis la taxe qui rentre automatiquement, qui est baissée automatiquement. Ça, c'est pour le fournisseur. Et ensuite, vous avez les aides spécifiques qui ont été présentées par Monsieur le Préfet et les services de la Direction générale des finances. C'est effectivement l'aide au guichet. C'est ce qui était discuté juste avant. Là, vous faites une demande d'aide en fonction des critères d'éligibilité qui ont été rappelés tout à l'heure par Madame Aubout. Et ensuite, vous avez un autre point, je le cite parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est la garantie d'État. C'est la garantie en fait financière, on va dire, pour que chaque fournisseur puisse vous remettre une offre par rapport au risque d'impayé. Voilà. Et si vous avez compris ça, vous avez tout le dispositif en tête. Et vous en avez un qui est éligible et qui est instruit par les services de la Direction générale des finances publiques, c'est le guichet. Et l'autre, c'est directement intégré chez votre fournisseur, il faut vous déclarer en éligibilité. Et si vous avez compris ça, n'allez pas plus loin, les simulateurs sont très bien faits en ligne. Nous aussi, on va avoir une page dédiée sur notre site internet EDF qui va être mise en place là-dessus. Et encore une fois, on est présent aujourd'hui, donc vous aurez tous nos coordonnées. S'il y a une question, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai une question que j'ai posée tout à l'heure, mais je n'ai pas eu de réponse. Sur le formulaire, avec les critères d'éligibilité, soyons très clairs. Quand vous êtes au-dessus de 36 kVA, et que vous êtes une PME, vous devez déclarer si oui ou non vous faites partie d'un groupe. Donc ma question, elle est simple. J'ai 4 boulangeries. Donc forcément, au bout d'un moment, on a créé une holding qui est propriétaire de mes 4 boulangeries. Est-ce que ça constitue un groupe ou pas? Ça fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en dessous des 50. Qu'est-ce que je coche? Est-ce que j'ai le droit à l'aide ou est-ce que j'ai pas le droit? Voilà. Je laisserai plutôt la réponse au service de l'État, puisque là, on est vraiment dans des aides étatiques, qu'on appliquera dès lors que vous êtes éligible. Je préfère, oui, vous comprends clairement la question. Le TRV. La question, c'est pas est-ce que je suis éligible au TRV? Je ne sais pas, c'est la deuxième. C'est sur les vous avez parlé de supérieur 36 kVA. C'est ça. Ouais. Et il y a marqué, je suis une PME de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne fais pas partie d'un groupe. Voilà, ma question, c'est j'ai 4 boulangeries et une holding, est-ce que c'est un groupe?
Est-ce que j'ai le droit aux aides ou pas, malgré le fait que je fasse 10 fois moins que 50 millions d'euros de chiffre d'affaires? Je pense que les gens qui ont 3 à 4 boulangeries, souvent ont du holding au-dessus. Hein. C'est un groupe. Après, sur l'éligibilité, c'est à vérifier parce qu'effectivement, la notion de groupe, c'est aussi en fonction des salariés, du chiffre d'affaires et du total bilan souvent. Là, honnêtement, je préfère dire qu'on confirmera après, enfin, même si ce n'est pas forcément notre partie sur cette aide-là. Mais sur la notion de groupe, il faut voir à quel sens on entend groupe, si c'est au sens de la communauté européenne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dès lors que vous avez plusieurs sociétés, au sens propre du terme, c'est un groupe. Après, voir si on parle de groupe au sens de la communauté européenne, où vous avez effectivement plus de 250 salariés, enfin, j'ai plus forcément les chiffres en tête, c'est ça. Et dans ce cas-là, où nous, on peut essayer de voir de notre côté si on trouve l'information, voir où se trouve la limite et qui la vérifie aussi dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que dès lors qu'on coche, ouais. Juste, c'est pas pour se défausser, mais nous, on a des éléments par rapport à l'aide guichet. Dans cette aide guichet, dans la fac, on parlait à monsieur tout à l'heure, qui fait un certain nombre de pages, il y a la notion de groupe qui est expliquée. Donc, cette fac est disponible sur info.gouv.fr. Pour autant, est-ce qu'elle peut s'appliquer de la même façon aux conditions d'éligibilité par rapport à un compteur électrique 36 kVA supérieur ou pas? Nous, DGFIP, on ne peut pas vous répondre là-dessus. Hein. Par contre, en revanche, pour l'aide guichet, votre situation pour nous, c'est un groupe. Pour nous, c'est évident. C'est un groupe économique. Hein. Donc, voilà. Mais en revanche, pour votre question même, est-ce que c'est la même définition qui est appliquée pour bénéficier du dispositif avec le compteur 36 kVA? Ça, ce sont les messieurs là-bas qui pourront vous répondre. C'est comme ça que j'avais entendu votre question, donc je m'étais trompé, mais je vais vous répondre tout de suite, ça va être très simple. C'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez une holding, que cette holding est le client quelque part, est l'entité juridique qui regroupe vos 4 boulangeries, ça veut dire que vous êtes supérieur à 2 millions. Après, par défaut, je pense qu'il faut comprendre que vous étiez supérieur à 36 kVA pour chaque site, pour chaque boulangerie, donc le problème est réglé. Mais vous êtes supérieur à 2 millions et vous êtes supérieur à 10 salariés. Imaginons que vous décidiez de supprimer votre holding et de recréer 4 boulangeries qui sont des entités juridiques autonomes et indépendantes, et que vous avez une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, vous pouvez être au tarif régulé de vente. C'était l'amortisseur. Mais l'amortisseur, je ne vois pas en quoi vous n'auriez pas droit à l'amortisseur. Parce qu'il y a marqué, je ne fais pas partie à vous. Monsieur Brocard, Je pense qu'il y a pour moi, vous faites une confusion entre l'amortisseur et le dispositif d'aide au guichet. Monsieur Brocard a l'air d'avoir la réponse. Donc, Alors, si on peut la lire, peut-être parce qu'a priori, il l'a écrite puisqu'on n'a pas l'air de bien l'entendre. Pour l'aide guichet, l'appartenance à un groupe n'est pas un obstacle à l'éligibilité à l'aide de chacune des entreprises du groupe. Et pour l'amortisseur? Monsieur Brocard, et pour l'amortisseur? Le temps qu'il tape sa réponse, juste, on parlait des experts comptables tout à l'heure, mais je rappelle que nous sommes à la Chambre de métier de l'artisanat, également au service des artisans. Et sous couvert de notre président régional qui est là, je peux vous dire que vous pouvez vous tourner vers nous et que nous vous aiderons avec nos conseillers pour tout ce qui est aide au niveau, pour démêler un peu tout ça et vous aider à comprendre et monter des dossiers aide guichet. Et enfin voilà, donc n'hésitez pas à appeler votre conseiller chambre de métier, on est là aussi pour vous, il n'y a pas que les experts comptables. De notre côté, de toute façon, c'est des questions qu'on va faire remonter aussi, hein, parce que même si on ne gère pas, malgré tout, ça reste dans le dispositif d'aide aux entreprises. Donc, c'est des choses qui, si vous en faites état, c'est d'autres en font état. Donc, on fera remonter aussi, et je pense qu'on aura une réponse. Juste, je précise, même si ce n'est pas forcément, que les aides sont cumulables. L'amortisseur et l'aide guichet, vous pouvez cumuler. Vous commencez par l'amortisseur et ensuite vous faites l'aide guichet. J'ai vu rapidement la réponse. Si je ne me trompe pas, j'ai vu que pour l'amortisseur, nous n'avons pas la réponse immédiatement. C'est ça? Voilà. Oui, il y a une question par là. Oui, bonjour, je suis monsieur Carduner, boulanger sur la commune de Tréguin. Tout à l'heure, on a abordé la question du remboursement et de l'aide de la TICFE
voulais en toucher un mot parce que je me suis lancé dans ce dossier moi-même. Et donc, sachez qu'il faut d'abord remplir le CERFA 14317, puis le CERFA 14318, puis le CERFA 14319, puis le CERFA 15700. Donc, vous dire que chaque document est assez complexe et tout ça s'exprime dans un langage administratif qui n'est pas simple. Et donc, voilà, donc tout ça, ça prend du temps pour demander des aides. On a été démarché par des entreprises privées qui peuvent nous aider à bénéficier de cette aide-là, moyennant 25% du coût de cette aide. J'ai fait le calcul cette semaine, je peux bénéficier à titre personnel de 1 300 € d'aide pour l'année 2021. Donc, ce n'est pas négligeable, mais quand vous devez enlever 25% de cette aide-là, voilà. Donc, j'imagine derrière aussi que les comptables, ils ne vont pas faire ça gratuitement. D'où sort le CERFA? Vous pouvez le passer? C'est le CERFA 14 317. D'accord. 318, Je 319. pensais que c'était automatique. Ah non, c'est un parcours. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est un parcours du combattant. J'ai mis cette semaine en tout et pour tout cumulé, je pense que j'ai dû mettre 24 heures. Bon, alors pour 1 300 €, le taux horaire est bon, hein, on est d'accord, mais c'est long. Mais néanmoins, c'est très complexe, quoi. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, mais pour la TICFE, c'est fini. C'était jusqu'au 31 décembre. Donc, vous n'avez pas cette aide-là. 2021. Moi, je l'ai fait pour mes factures 2021, il n'y a aucun problème. J'ai encore envoyé mes documents aux douanes ce matin. Avant le 31/12. Pour 2020. La TICFE, en fin de compte, c'était une taxe qui existait, douanière, et qui a disparu. Et messieurs d'EDF, on se parlait tout à l'heure, donc aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, c'est plus d'actualité. Donc, qu'est-ce qui n'existe plus? C'est la taxe. Donc, il n'y a même plus de CERFA. Le CERFA a disparu aussi. C'est une chance. Oui, non, mais il y avait possibilité de demander un remboursement d'une part. Voilà, c'est ça. Sur les années antérieures. C'est ça. Jusqu'à quelle année? 2021. 2021. Donc, ce que dit monsieur est juste. C'est-à-dire que pour obtenir l'aide 2021, il faut quand même faire le petit parcours du combattant. Et oui, mais techniquement, ça se terminait au 31. Ah, et c'est fini. Voilà. Donc, vous l'avez fait dans les temps. Donc, si vous l'avez, formidable pour vous. Et pour 2022, vous n'avez plus de CERFA à faire, mais vous avez quand même la diminution. C'est ça. Très bien. À ce sujet, d'ailleurs, une fois qu'on a rempli tous les dossiers, qu'on a eu le retour et la somme qu'on doit récupérer, normalement, on l'a au bout de combien de temps? Parce que moi, ça fait 8 mois que j'attends. Qu'est-ce que vous attendez, madame? Eh bien, le remboursement de ma taxe énergétique. Alors, messieurs les comptables, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, moi je l'ai fait avec un bureau spécialisé où ils prennent justement 25% pour faire le dossier. Parce qu'ils ont mis du temps peut-être à faire la démarche, mais... Vous allez voir, monsieur, il aurait été plus rapide. On l'a fait en mars et on va le faire. Normalement, alors, ça, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais je ne sais pas pourquoi vous ne l'aviez pas reçu. En 2-3 mois, quoi, en fin de compte, en général. Moi, ça fait 8 mois. C'est ce que j'ai fait, mais on me rappelle. Oui. Alors moi, je vous conseille de venir vers la Fédération des artisans boulangers qui vous aidera à avancer votre dossier. Voilà. Donc, mon numéro de téléphone, vous savez. Voilà. Une correction, s'il vous plaît, que je souhaiterais apporter par rapport à la diminution de puissance souscrite. Donc, en fait, il y a eu une modification très récente pour les clients compris entre 36 et 240 kVA. Donc, ça vous concerne. Et la nouvelle règle, c'est, parce que je viens de le vérifier à l'instant, la nouvelle règle, c'est si vous faites une demande de baisse de puissance souscrite avant le 10 du mois en cours, elle sera applicable au 1er du mois suivant. Vous voyez, on progresse. Vous voyez, en 1 heure de discussion. Vous voyez, on nous écoute là-haut, hein? Non, mais c'était quand même... c'est la moindre des choses. Vous l'avez vu? Bon, merci d'avoir été chercher l'info. Si l'idée de baisser la puissance souscrite, c'est d'aller dans le monde du TRV, c'est ça que j'ai compris en fait, hein, il faut la faire à EDF, puisque EDF est le seul habilité à vous faire des contrats au TRV. Bon. Sur cette note plutôt positive et
toujours constructive. Moi, je suis pris par d'autres contingences. Ne vous empêche pas de continuer. Je vais vous laisser les experts ici. Mais les fatiguez pas trop parce qu'il y a beaucoup de boulot. Moi, je souhaite d'abord me féliciter de l'esprit dans lequel vous nous avez interpellé, et je sais les conditions dans lesquelles vous travaillez, jour et nuit. Et c'est extrêmement difficile d'être contraint par des perspectives qui ne peuvent pas apparaître complètement radieuses compte tenu des coûts d'exploitation en matière énergétique qui sont les vôtres, et puis l'augmentation du produit des denrées aussi, avec la nécessité pour vous de ne pas augmenter le prix de la baguette et d'autres choses. Bon, donc ça c'est difficile. Donc l'esprit constructif, je le retiens et je vous en remercie. J'espère que vous avez perçu également l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Nous, collectivement, parce que c'est un travail collectif. Tous les services qui sont là ou qui sont en visio, les équipes d'EDF que je remercie vraiment parce que on a eu des informations. C'est pas facile pour les équipes d'EDF aujourd'hui, vous le comprenez. Donc je les remercie vraiment aimablement et fort. Mais ce n'était qu'une première. Puisque vous avez été si bon, on ne change pas une équipe qui gagne, en sport. Compte tenu de ce que j'entends, compte tenu du soutien qu'il est nécessaire d'avoir, il est acquis ce soutien, puisque le gouvernement est à la tâche pour que les aides soient mobilisées, que les aides soient adaptées, que les aides soient payées, et ce, le plus rapidement possible. Moi, je souhaite que dans le mois qui vient, tout le mois de janvier, bien évidemment, et on reconduira en février si besoin, mais tout le mois de janvier, on puisse avoir ces allers-retours avec une organisation de l'information. Il faut organiser l'information. Vous avez besoin d'informations et vous n'allez pas revenir toutes les semaines ici, à la Chambre des métiers, pour qu'on fasse ce type de réunion. Donc, il faut qu'on aille près de vous. C'est chez vous. Il faut aller. Donc, avec le directeur des finances publiques, avec la Chambre des métiers, on va réfléchir, mais très vite, c'est-à-dire ce week-end, pour que lundi ou mardi, nous puissions faire une proposition d'organisation du système d'information pour vous, et au plus près de chez vous, comme disait l'autre. Donc, c'est important, parce que les dispositifs, on peut les expliquer, et ils vont évoluer, vous l'avez compris. Vous connaissez par cœur, ou quasiment. Et vous pouvez les tester pour nous dire, là, vous déconnez, ou là, ça ne va pas assez vite, ou là, ce n'est pas adapté, ça ne marche pas. Ou là, parce qu'il n'y a que EDF, il y en a d'autres, des fournisseurs d'énergie, qu'il va falloir quand même fouetter un peu. Ça. Donc, moi, je vais réunir, je vais les convoquer, les deux autres. Je n'ai pas besoin de vous, j'aurai besoin de la Chambre, bien évidemment, de la Fédération également. On ne fera pas une grande réunion, mais je vais exiger une autre manière avec du papier bleu qu'ils viennent me voir. C'est nécessaire, parce que vous avez des contrats avec eux, et la présidente et puis les représentants de la Fédération pourront exprimer ce qu'ils ont à exprimer, et ils seront vos mandants et vos interprètes. Donc, ce système d'information au plus près de chez vous, il faut qu'il existe. Ensuite, il y a les dispositifs numériques. On reçoit des kits d'information, je viens d'en recevoir un de Bercy à l'instant, qui peuvent être adaptés pour une première lecture, parce que tout le monde sait lire quand même. Et puis une lecture approfondie des comptables. Je vais réunir la semaine prochaine la compagnie, je ne sais plus comment on les appelle, la compagnie des commissaires aux comptes, des comptables, etc. Je vais voir avec le directeur départemental des finances publiques qui les connaît bien, pour qu'on puisse les mobiliser. Je vous remercie d'avoir répondu présent, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut que tout le monde comprenne qu'une partie du jeu dépend de la manière dont les experts comptables vont vous aider. Pendant que vous êtes devant le client, vous faites du lien social. Pendant que vous êtes au four, il faut que les experts comptables vous aident à bénéficier des aides de l'État qui ont été excellemment énoncées par EDF à l'instant. Parce que vous avez besoin d'un bouquet. Dire,
voilà ce que je paye, et quelles que soient les 5 aides, le niveau des 5 aides qui ont été exposées tout à l'heure, voilà ce à quoi j'ai droit. Et je le répète, il faut qu'au total, si toutes les conditions sont réunies, vous puissiez compenser à peu près 40%. C'est l'objectif qui a été fixé. 40% de l'augmentation à partir de l'instant où le contrat est bien négocié, bien évidemment. Donc, j'ai entendu un certain nombre de choses sur les trous dans la raquette. Il y en a quelques-uns qui sont pris ici. 2, le système d'information. On le construit ensemble, lundi ou mardi, avec Benoît Brocard, directeur des finances publiques. On vous fait des propositions et on les fait connaître. C'est-à-dire que c'est du téléphone, bien sûr, c'est du numérique, mais c'est de l'homme, c'est du vis-à-vis aussi. On voit bien, ça ne suffit pas, le numérique et puis le téléphone, surtout quand ça ne répond pas. Donc, il faut des permanences, et il faut que les permanences soient adaptées à vos horaires, évidemment. Donc, mais ça, vous allez nous dire. Et nous, on va être assez agile et assez adapté pour que les conditions du dialogue soient réunies sur le terrain, au plus près de chez vous. On a la DDFIP a des antennes, on a des maisons de France Service. Je vais voir avec quelques maires aussi qui peuvent nous aider, parce que c'est quand même la mairie le plus simple parfois. Et ils sont très contents, ils sont en relation avec vous aussi. Enfin, il faut qu'on organise ça, il faut qu'on invente quelque chose pour qu'il y ait de la réactivité. Moi, j'ai besoin que les boulangers du Finistère activent les aides. Si, à la prochaine visio avec Bruno Le Maire, il nous dit personne en Bretagne, et en particulier les Finistères, n'active les aides, c'est qu'il y a un problème. Soit ils n'en ont pas besoin, soit ils ne savent pas les remplir, soit le préfet et ses services de l'État ne font pas le job. Donc, je ne veux pas entendre cela, parce qu'on a besoin de vous, je le répète. J'ai fait une opération à Tollet dans une boulangerie, et il y a beaucoup de boulangeries, et je vous en remercie, qui ont fait un travail de proximité pour prévenir les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Vous avez travaillé avec nous, avec la gendarmerie en particulier. C'est bien. Il faudra continuer à faire ce travail avec nous parce que c'est aussi l'une de mes priorités en matière de sécurité publique. Donc, je vous ai trouvé comme partenaire. Il faut que vous me trouviez aussi comme partenaire au moment où vous avez besoin de nous et besoin de l'État et besoin des fournisseurs d'énergie. C'est du donnant-donnant aussi, quelque part. Donc, soyez sûrs de ma détermination, de la détermination de Benoît Brocard, directeur départemental des finances publiques, pour activer son réseau, des services de l'État ici présents, des fournisseurs, au moins l'un d'entre eux, EDF, pour vous aider à passer le cap. Hein, l'idée, c'est de passer le cap et de mobiliser le maximum d'informations pour que vous puissiez dire à un moment, j'ai eu des aides ou j'y ai droit, et si j'y ai droit, ben, je vais les demander. Et les experts comptables, on va leur dire de mouiller un peu leur maillot, et puis, n'est-ce pas? Vous savez mouiller votre maillot. Donc, et puis de ne pas vous prendre trop de commissions au passage. Est-ce que ça serait bien que vous fassiez un petit effort quand même? Moi, j'apprécierais. C'est pas un petit effort. Non, mais si je pouvais dire en plus que vous faites un effort, que c'est une équipe. Et je vous dis, moi, c'est un gros effort. Bah, super. C'est même plus que ça. Bah, bravo. Non, mais bravo, parce que c'est l'esprit collectif breton et finistérien. Pour passer le cap, on en a besoin. Le cabinet comptable est spécialisé dans la boulangerie. Et Ouais. on a des appels de gens qui ne sont pas dans notre cabinet comptable parce que justement, leurs comptables. Bah, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, ils ne veulent pas faire. Bah, vous les faites payer. Et les autres experts, mais pas les boulangers d'ici. Nos adhérents. Ouais. D'accord, voilà, super. Bon, très bien, voilà, Madame la Présidente, en vous remerciant de l'hospitalité. Et c'est la vôtre. Allez, bon courage. À bientôt. C'est 40%, c'est ça, sur le montant. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à une prise en charge de compensation globale avec les 5 aides de 40% de la croissance de vos dépenses d'énergie. Voilà. Ça a été. Comment? Il en manquera. Non, moi, je suis pas. Si vous avez 60%, ça dépend du contrat que vous avez. Quoi, hein. Moi, je dis que c'est 40% qui est annoncé par le gouvernement. Oui, je vais revenir sur ça, là, 40% sur l'augmentation. Moi, j'ai fait mon calcul. Ça veut dire en fin d'année, ça va me faire à peu près 60 000 euros de plus. D'accord? J'ai fait un bénéfice de 40 000 euros. Donc, les 40 000 euros, ils sont déjà bouffés. Il nous reste 20. Là, vous me dites 40%. Donc, je n'arrive pas encore à couvrir ce qui va me rester. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus?
là, je veux savoir. Déjà, quand on supprime des ouvriers, je prends 3 postes, je fais 18 heures de travail. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis à mon compte. J'avais des boulangeries, on arrivait à vivre. Aujourd'hui, on vit de moins en moins. Voilà. Moi, j'ai eu mes enfants. Mes premiers, ils ont eu des Noëls. Plus l'âge devient de plus en plus vieux, ça veut dire j'ai 40 ans de carrière, je suis patron, j'ai même pas pu acheter des cadeaux de Noël à mes enfants. Expliquez-moi ça. Voilà, là, ça devient très dur. Voilà. Maintenant, moi, je vais venir là-dessus. Paraît-il qu'il y a une manifestation le 23 janvier. Moi, j'en ferai partie. Je descends sur Paris. S'il y a une délégation, il faut m'expliquer. Et moi, nous, on y va. Là, j'ai envie de me faire entendre. Voilà. On est des patrons, on est des ouvriers, on travaille, on fait des heures, on ne les regarde pas, mais on n'est pas reconnu derrière. Vous avez parlé du Covid. On nous a imposé de rester ouverts, de ne pas faire de chômage technique, mais on a pris son nom de grade. Moi, j'ai fait une perte de 60 000 € pour garder mes ouvriers. Personne n'est venu m'aider. Ce qui m'a coûté un redressement fiscal. On est venu, on m'a dit, vous aurez un contrôle. Sympa. Et là, maintenant, c'est l'électricité. Bon, ben voilà quoi. Là, il faut m'expliquer. Mais je ne pourrais pas tenir à travailler 18 heures par jour. Ça fait déjà depuis novembre l'année dernière. Là, je trouve que ça est pas mal. Voilà. 6 ans. 6 ans. 6 ans. Vous êtes à 6 ans. Oui. J'ai une petite question. Moi. Pour quelle raison les compteurs bleus bénéficient du... Moi, j'ai pas de tarif vert, je suis en tarif jaune. Je suis en 80 kW. Donc, ça veut dire pas d'aide. Voilà. Je redis la question parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait entendu. Le monsieur devant, vous avez une boulangerie? Oui, je suis à 6 ans. À quel endroit? À Cloire-Carnot. À Cloire-Carnot. Donc, demandez pourquoi les compteurs bleus bénéficiaient du bouclier et pas, par exemple, les compteurs jaunes. C'est tout simplement une décision d'État. La Commission de régulation de l'énergie ainsi que le ministère de l'Industrie et Bercy ont fixé cette règle consistant à dire que seuls les clients qui ont une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA peuvent bénéficier du tarif réglementé de vente. Donc ça peut créer une concurrence des voyages. Les compteurs Pardon? On peut dire à deux. Sauf à réduire votre puissance souscrite. Et on peut pas. C'est pas possible. C'est pas par plaisir. On a fait la consommation sur les spéciales compteurs On applique la règle. On applique la règle qu'on demande d'appliquer, monsieur. Donc, on va fermer. Dans 3 mois, on ferme. Merci la France. Merci la France. J'ai 9 salariés. On prend le chômeur. Merci la France. On respecte les règles d'ouverture du marché qui nous ont été imposées. Le système français aujourd'hui est obsolète pour les commerçants, pour les artisans. Je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 57, monsieur le député. Non, je ne suis pas député. Le préfet, pardon. Oui, c'est pas rigolo quand même. Alors, j'ai bossé comme monsieur 18 heures, 19 heures par jour. À 57 ans, je fais encore 12 heures par jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai 9 salariés, j'ai une boîte qui, pourtant, travaille. On fait 900 000 € de chiffre d'affaires et ça ne va pas. Ça ne va plus. C'est ça, depuis 2 ans, on ne gagne plus rien. Moi, j'avais une affaire, je faisais 250 000 de chiffre d'affaires, je vivais 3 fois mieux aujourd'hui avec un chiffre d'affaires 1 million. Exactement. Avec 1 million, on n'arrive même plus à se mettre de côté. Plus de rien. Et sans compter qu'on nous impose des caisses enregistreuse obligatoires, et ceci, cela, et on arrive à être contrôlé. Moi, depuis que je suis patron ici dans le Finistère, j'ai déjà été contrôlé 2 fois. 2 fois déjà. Combien d'années? 12 ans. 12 ans. Ouais. Moi, ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'effectivement, vous parlez des compteurs bleus qui étaient effectivement, qui avaient le droit aux aides et ceux qui sont en dessous des 36 kVA. Aujourd'hui, nous, par rapport à nos fours, par exemple, je compare à nos fours, on nous a fait des demandes à l'époque de l'État pour tout ce qui était four à fioul, four à bois, passer en énergie plus propre. On nous a dit à l'époque que les fours électriques étaient plus propres. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai un four, quand il se déclenche, c'est 72 kVA, enfin 42 kVA, pardon, pas 72, 42 kVA.
c'est compliqué de repasser sur un compteur bleu qui va être à 36. Si mon four il se déclenche à 1h du matin, parce que je commence à cuire à 3h, je fais disjoncter le quartier, il n'y a plus de compteur avec. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous de, si vous voulez, vous dites, bah oui, c'est la loi, c'est la règle, on peut comprendre. Mais comprenez aussi de l'autre côté les gens qui n'ont pas les moyens de remettre un autre four ou autre chose, ou bientôt, comme on nous a dit, pour passer au four à bois, parce que c'est plus économique. C'est juste des choses qui ne sont pas possibles. Alors qu'à une époque, l'État nous a fait la demande de passer sur des choses plus propres. Donc, on est passé sur des fours, que ce soit à 4 étages, à 6 étages, à 8 étages, autant que vous voulez. Mais quand ils se déclenchent, ces fours-là, c'est du 42, 46 kVA. Bah, un compteur à 36 kVA, il ne passera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous disiez tout à l'heure, il faut commencer à changer le matériel. Le matériel, ça a un coût. Parce que économiquement, on va regagner. On est d'accord, on va gagner de l'électricité. Est-ce qu'on va en gagner assez pour... Je vais vous interrompre, monsieur, parce qu'on a fait 2 heures de réunion, c'était prévu 1h30, et je sais qu'on a encore tellement de choses à dire, mais on est à un moment donné obligé d'arrêter. Si vous voulez, peut-être que les messieurs d'EDF peuvent discuter avec vous après, mais là, je vais clôturer la réunion, et d'autant que monsieur le préfet, qui nous a fait vraiment plaisir aussi, et qui a bien répondu aussi à toutes vos questions, en tout cas, une partie. Maintenant, si vous avez besoin, nous avons quelques conseillers également dans la salle qui peuvent répondre à d'autres questions, ou en tout cas prendre contact, enfin prendre vos coordonnées pour que vous puissiez continuer derrière à avoir d'autres informations, et notamment en ce qui concerne certaines aides qu'il y a eu au niveau des fours. Si je ne me trompe, Olivier t'apportera des précisions. Et je ne sais pas si elles existent encore, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a eu des aides et on avait accompagné certains boulangers là-dessus. En tout cas, bonne continuation à vous. On reste à votre écoute et à votre disposition. Merci.